Salut tout le monde, bienvenue dans ce deuxième épisode de Soyez sympa rembobiné. Et aujourd'hui, on s'attaque à Once Upon a Time in Hollywood. Et aujourd'hui, pour ce deuxième épisode, c'est Emeline qui est avec moi. Bonjour Emeline. Bonjour Val. Est-ce que tu souhaites te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Oui, moi c'est Emeline, j'ai 28 ans, cinéphile depuis ma plus tendre enfance et j'aime beaucoup les films de Quentin Tarantino et celui-là et je suis très heureuse d'être avec toi pour en parler parce que comme je le dis à chaque fois, personne autour de moi n'aime autant ce film vrai. que moi, à part toi. C'est vrai. C'est vrai que c'est un film mal aimé, donc Oui. comme on l'a dit juste avant le générique, super générique d'ailleurs, de Mr. Hellman. C'est vrai que je l'ai pas cité au premier épisode, donc j'en profite pour le faire. Oui, du coup, super film mal aimé Ouais. par beaucoup de gens, par la critique notamment, Ouais. et c'est malheureux. C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. On peut commencer par quoi? Par le début, par l'histoire. Tu veux faire un petit résumé du film? Oui, Si tu te rappelles? en fait, du coup, Once Upon a Time in Hollywood, il est sorti en 2019, c'est le dernier film à ce jour de Quentin Tarantino. On espère qu'il en refera un et en gros, ça suit l'histoire de, Rick Dalton, qui est, un acteur, de western, de séries télé, dans les années, 60 à Hollywood et de son cascadeur Cliff Booth et en fait, Rick Dalton, il est un peu en mode crise existentielle parce que, il commence à être has-been, en fait. Beaucoup de choses changent à Hollywood et du coup, lui, son credo de faire, des westerns pour la télé, en fait, c'est en train un peu de flopper et donc il fait une crise existentielle en se disant qu'il devient has-been et du coup, voilà, c'est un peu une photographie du Hollywood des années de 1969 où on a ce contexte-là dans le cinéma, l'époque des hippies, Charles Manson et cetera et du coup, c'est un peu une photo, ouais, de ça et c'est très beau. Ouais, je suis bien d'accord, et c'est justement ça qui fait que les gens l'aiment pas, j'ai remarqué. Parce que oui, on va attaquer directement dans le Oui, vif du vas-y, sujet, on va dire pourquoi, d'entrée. voilà. C'est vraiment le sujet principal, on va dire. Les gens l'aiment pas, j'ai remarqué, parce qu'ils s'attendaient à vraiment un Tarantino classique, Mmh. genre de peut-être pas de la baston, parce que Tarantino c'est pas de la baston, mais vraiment de un peu plus d'action, quoi. C'est Ouais. souvent soit du film de bandit, du film un peu couillu, les films de Tarantino. Et Mmh. là, c'est vrai qu'on est sur littéralement une fable, d'où le nom, je pense, hein. Ouais, 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 Il carrément. était une fois à Hollywood, tout est dans le nom. Et je pense que c'est ça qui a déçu les gens, c'est que les gens s'attendaient à un truc qui dépotait pas mal, et Ou on l'a pas, quoi. Ouais, mais d'un autre côté, moi, je trouve que c'est le plus tarantinesque de tous ces films, tu vois? Genre, pour moi, il y a tous les Ouais. ingrédients de qui il est et de ce qu'il aime dans le cinéma, tu vois? Pour moi, c'est vraiment un hommage au cinéma. Il y a 1 milliard de refs, et qui quand on sait un peu, lui, sa cinéphilie et cetera, c'est des rêves qui lui sont Mmh. chers, quoi. Tout ce qui est kung-fu, les films de Sergio Leone, pardon et cetera. Tout ça, c'est des choses qui l'ont vachement inspiré. Et tu as quand même une partie tu as le côté de l'Uchronie, le fait Ouais. qu'il réadapte à sa façon des faits historiques comme il avait fait dans Inglourious Basterds, par exemple. Et puis tu as à la fin le final, un peu, qui où ça castagne Ouais, fort, justement. et donc pour moi, voilà, il y a tous les ingrédients de son cinéma, mais d'un côté, je te rejoins dans le fait que les gens ont été déçus parce que pour eux, c'était pas de l'hémoglobine à fond et du C'est ça. gros divertissement, mais pourtant, pour moi, c'est le film qui le ressent le plus, je trouve. Ouais. Ouais, je pense que c'est son plus personnel de film. Ouais, carrément. Avec, même si dans tous ses films, il y a sa touche perso, Oui. comme tu l'as dit, vu que c'est un fanat de cinéma asiatique et compagnie, il y a eu les Kill Bill avant qui sont un énorme hommage aux films de kung-fu et de samouraï des années 70-80. Mais ouais, celui-là, c'est vraiment son plus personnel, surtout quand on sait, alors spoiler alert, c'est vrai que je l'ai pas précisé. Oui. Oui, je le dis maintenant alors qu'on est déjà à 4 minutes de podcast, mais ouais, c'est pour ceux qui ont pas vu le film. Je l'ai pas dit pour La Menace Fantôme, parce que c'était quand même La Menace Fantôme qui est quand même un classique, même si j'ai appris que beaucoup de gens ne l'avaient pas vu Mmh. finalement. Là, on va mettre un spoiler alert parce que le film, est pas si vieux que ça, il date de 2019, donc il y a peut-être pas tout le monde qui l'a vu. Et puis on va sans doute, parler, heu, même, si ça te va, des livres qui sont liés à ça. Je sais pas si tu les as lus? Ouais, non, alors j'en ai un, mais je l'ai Ouais, pas encore lu, mais c'est prévu, ça fait partie de ma to-do list, ouais. de livres à lire. Alors je vais essayer de te spoiler le moins possible si Ouais, tu veux le ça lire, va, mais il je y veux a bien. certaines choses qui sont précisées et qui sont même présentes dans les scènes Ouais. coupées du DVD, qui sont des scènes qu'on retrouve dans le livre, donc c'est un semi-spoil, on va dire, à ce niveau-là, et aussi de son livre que tu m'as
parler tout de suite, c'est mais justement dans le livre que tu m'as offert, c'est, Cinéma Spéculation. Ouais. Il parle de toute son enfance, et le Mmh. lien qu'il a au cinéma quand il était gamin, vu qu'il a grandi dans les années 60. Il est de début 60, je crois, ou fin 50 Mmh. de mémoire, d'année de naissance, Tarantino. Et on se rend compte que quand on lit le bouquin qui raconte toute sa jeunesse passée au cinéma, c'est littéralement, Once Upon a Time in Hollywood, quoi. C'est vraiment la même ambiance, la même chose, donc c'est exactement ce que tu disais, c'est totalement très personnel et Complètement. c'est totalement une description de son enfance qu'en gros, qu'on voit à l'écran, via le prisme d'un acteur, comme tu l'as dit, en pleine tourmente et de son cascadeur, tout aussi paumé en vrai, faut dire ce qui est, quoi. Mais moi, j'avais vu une interview de lui où il explique que, en fait, quand il était, plus jeune, il avait bossé, je crois, dans un Ouais, vidéo vidéoclub, club ouais. et que du coup, en fait, il a enfin, ce mec a une culture cinématographique, c'est un truc de fou et en fait, il explique que quand il bossait dans ce vidéo club, en fait, il a emprunté, Ouais, je sais pas combien de DVD et en fait, même tous les films de la Nouvelle Vague, il est ultra calé en cinéma français, toute la gros, Nouvelle gros Vague et fan de cinéma cetera. français. Voilà, parce qu'en fait, il avait accès, en fait, à tous ces Mmh, films-là et il les louait, il les regardait et donc ouais, voilà, carrément, comme tu dis, c'est un film super perso et avec toutes les refs, en fait, de sa cinéphilie qu'on retrouve dans ses films précédents. Mais là, vraiment, tu as tout le c'est tout comme est s'il avait condensé, pris ouais. un peu tous les ch tout ce qui fait son identité Ouais. et qu'il l'avait mis dans un film, quoi. Mais d'ailleurs, je me souviens aussi, il racontait qu'il y a des gens qui venaient exprès de très loin dans ce vidéoclub pour avoir ses conseils. Parce qu'il était réputé dans toute la Ouais. région par rapport à la qualité de ses conseils et la culture qu'il avait, quoi. Ah mais c'est un truc C'était de assez dingue. fou. Quand Ouais. il parle, enfin Ouais, c'est ouais. d'ailleurs je comprends pas pourquoi il a toujours pas fait le je crois pas qu'il ait fait le vidéo club là de Compagnie ou tu sais, moi j'adore ce Non, format. ce serait fou. Bah, peut-être pour la sortie, justement de, Kill Bill, Ouais, la version de 4 heures qui va sortir, A Whole Body Affair, j'adore ce format et je trouve que pour lui ce serait trop adapté. Bon ça peut c'est durer ouais, 4 heures c'est je ça le pense. truc, je pense c'est même pas la peine, il faut une journée entière dans le vidéoclub. Je pense Clair. qu'ils sont de 8 heures à 20 heures, non-stop, il y a de fortes chances, ouais. Mais ouais, ouais, très fan de la Nouvelle Vague. D'ailleurs, sa première maison de prod, c'était, Bande à part, qui était, le nom du film, La Bande à part, qui est un Ouais, film de la Nouvelle Vague, donc ouais. ouais, ouais, gros, gros fan, ouais. Heu, voilà. Mais bon, on s'arrête ici? Non, pas du tout. Qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, si on veut revenir un peu sur le film Ouais, en sur le film, lui-même, hem, on peut. moi je suis curieuse de savoir pourquoi tu l'aimes ce film? Parce que Ah! j'entends Oh là tellement là, de elle retourne le podcast, c'est à moi de Non, répondre. mais parce que j'entends tellement de gens qui me disent: «Ouais, je l'ai regardé le dernier film de Tarantino, franchement, j'ai pas aimé» et je suis là: «C'est trop long, machin». Mais du coup, ça m'intéresse de savoir pourquoi toi, tu l'aimes? Alors moi, je l'aime, bah, un peu pour les mêmes raisons que toi, parce qu'il y a un côté, enfin, on voit que c'est personnel et c'est touchant et entraînant. Mais, la vibe déjà, moi je me souviens, j'ai tout grand fan de Tarantino aussi, hein, Mmh. vraiment c'est ça qui m'a un peu, entre autres, fait aimer le cinéma, enfin ça m'a mis un petit choc la première fois que j'ai vu un Tarantino et ouais, c'est l'ambiance de la ville des années 60, le fait qu'on suit pas une histoire conventionnelle, on suit vraiment une époque. Ouais. Enfin Ouais, le carrément. ça va faire phrase de branleur, hein, mais le Non, mais c'est personnage ça. principal, c'est vraiment l'époque, c'est pas les C'est Los acteurs. Angeles, Ouais, ouais. ouais, c'est ça, c'est Los Angeles de la transition 60-70 quoi. Ouais, c'est ça. Avec tout ce qui en coûte, vu que dans le film, on peut recevoir, la secte de Manson, il y a le délire, bah, hippie, du coup avec la secte de Manson, mais il y a tout ce délire-là de transition, fin des westerns, du coup les acteurs qui faisaient des westerns qui sont en panique en mode: «Putain, qu'est-ce qu'on va faire, maintenant Mmh. qu'il y a plus les westerns?» Enfin, il y a tout ce délire-là et ouais, je trouvais ça ultra entraînant et bah, sacré casting aussi, faut dire ce qui est. Ouais. Enfin, quand, moi, j'étais enthousiaste dès qu'ils ont annoncé le casting, qu'on a vu, Brad Pitt et DiCaprio côte à côte, on était en mode: «Putain, waouh, la vache, quoi!» Ouais. Ça envoyait du pâté et Ouais, tout le long du carrément. film, on a des acteurs de il y a toujours des habitués de Tarantino qui font des petites apparitions, Ouais. moins que dans ses autres films, mais on les voit un peu. Mais, ouais, un casting de malade et ouais, l'ambiance générale, bah, comme d'hab, les dialogues, parce que Tarantino, les dialogues, c'est son point fort, Mmh. donc vraiment, les conversations qu'il y a, les dialogues, c'est un tout, en fait, c'est un tout qui m'a plu dans ce film, hein, je reprends toujours autant de plaisir à le voir, la BO aussi, bah, pareil, on peut pas Ouais, parler de Tarantino sans parler de BO, je ça pense c'est que sûr, c'est ouais. sa marque de fabrique Mmh. et là, ça envoie du pâté encore, hein, entre la radio, la BO du film en elle-même, enfin vraiment, Ah ouais, ouais, non, c'est clair. non, ouais, c'est un tout qui m'a plu, hein, vraiment, Mmh c'est mh. je Ouais, sais je suis pas, d'accord. c'est assez dur à expliquer, en fait, hein. Ouais, ouais. En fait, je pense que c'est un film qui est tu vois, on en parlait avant de commencer le podcast, mais on se disait qu'on comprenait pourquoi les gens l'aimaient pas, mais en Ouais, fait, nous, on arrive enfin, nous, on moi, je beau le regarder, à chaque fois, je me dis: «Mais j'aime trop ce film» et ouais, en fait, je pense que c'est un film
qui plaît aux gens qui sont soit des gros cinéphiles et ou des gros fans de Tarantino. Ouais. Mais je pense que si tu sors de cette catégorie-là, en fait, du coup, tu passes un peu à côté du truc. C'est un peu, pseudo de niche, si j'ose dire. Bah oui, non, mais complètement. Et Enfin, ouais, oui, de ouf, ouais. de ouf. Parce que, bah, même les fans de Tarantino, parce que, bah, ma mère, par exemple, qui aime beaucoup Tarantino, bah, je pense que c'est celui qu'elle aime le moins parce qu'elle Bah a pas ouais. été réceptive. Mais parce que ma mère, même si elle aime Tarantino, c'est pas une énorme cinéphile. Il y a Mmh. ce truc-là. Donc vraiment, elle a moins aimé, quoi. Donc Ouais. ouais, c'est vraiment de niche. Faut aimer le cinéma de l'époque et ouais. C'est ça, faut aimer le délire, quoi. Et en même temps, le casting, et le duo, DiCaprio-Brad Pitt, ça je pense que ça a attiré beaucoup de gens à aller le voir. Genre Ouais. moi, ma mère, elle aime pas trop les films de Tarantino, et pourtant, genre, enfin, ma mère, elle adore Brad Pitt, elle aime bien DiCaprio aussi. Et du coup, je me rappelle pendant le confinement, il l'avait mis sur je sais plus quelle plateforme. Elle m'a dit: «Ah ben moi je l'ai pas vu, viens on le regarde». Mais elle voulait le voir parce que genre, il y avait Brad Pitt et DiCaprio, Ouais. tu vois? J'étais là: «Maman, je suis pas sûre que ça te plaise». Elle était là: «Non mais je veux le voir». Et en fait, ça lui a pas trop plu. Enfin, elle était Ouais. là: «Ouais, bof, c'est long quand même», tu vois? C'est ça, je peux comprendre. En vrai, moi, les 3 heures, je les vois pas passer. Ce qui dure 3 heures, comme Oui, chez oui, Pauline, carrément. je les vois pas passer. Mais bah, là, tu vois, je viens de regarder vite fait sur Sens Critique et la plupart des critiques négatives, c'est les gens qui comprennent pas l'intérêt du film. Ouais, Alors que moi, je trouve que tout est annoncé dans le nom, quoi. Il a très bien choisi le nom. On est ouais, sur une fable, en fait. ouais, Les carrément. fables, ça raconte vraiment, une époque, une Et «destinée» entre Et guillemets. je sais pas si tu te rappelles, mais moi, je me rappelle que la fois où quand ils ont annoncé le film, il avait été pitché comme parlant, bon, du coup, là, je fais un gros spoil, pardon, mais Ouais, il y a pas de souci. comme étant, genre, pour le prochain film de Tarantino, va se concentrer sur, la secte de Charles Manson, Ouais, oui, l'assassinat de c'est vrai. Sharon Tate. Il avait été pitché comme ça de C'est vrai. base. Et du coup, je pense que beaucoup de gens étaient en mode: «Waouh, ça» parce Ouais, que c'est quand tu on as connaît l'histoire de Sharon Tate, et c'est quand quand on connaît même, Tarantino, tu dis que voilà, ça va être un truc qui va ça va être, dépoter, vénère. un carnage. Et en fait, pas du tout, Pas du enfin, tout. C'est vraiment, sans trop spoiler, c'est vraiment 3 minutes du film, ouais. quoi. C'est vraiment très, très court, hein. Ouais, C'est ouais. alors oui, il y a Sharon Tate dans le film. Bah, il y a plein de figures d'Hollywood aussi. C'est vrai Oui, qu'il y a ce il y délire-là, a Bruce Lee, ouais, oui, il y a Sharon Tate, il y a Polanski, il bon, y a bref, Polanski. Bon, c'est voilà. comme on l'a dit dans le premier épisode déjà avec Luc Besson, les réalisateurs à problème, on n'aime pas trop ça ici. 3 petits points, Voilà. mais oui, voilà. Et pour le coup, en plus, Polanski, pour en parler 2 minutes, parce que même s'il est genre ultra, enfin, on le voit à peine dans le film, C'est vrai, on le voit heu très peu de temps, ouais. dans la symbolique qu'il a, c'est dans le film, et pour le personnage de Rick Dalton, elle est super C'est ça. importante. C'est que, tu vois, Rick Dalton, comme on disait, il est un peu sur le déclin, il fait une crise en mode: «Ça y est, je suis un has-been» et tout, là, au début, quand il pleure Ouais, et il tout. chiale, ouais. Et en fait, il a donc ce mec, Polanski, qui vient ménager juste à côté de chez lui et qui lui représente, bah, le jeune réalisateur C'est en ça le vogue, renouveau le d'Hollywood, nouvel ouais, Hollywood, ouais. et cetera. Et ça le nargue, quoi. Et donc Polanski, je crois qu'il a genre 0 réplique dans le film, il est vraiment anecdotique. On le voit vite Ouais, on fait le bah, on le voit, voit vite fait parler avec, Sharon ouais, Tate c'est dans sa ça. voiture et on le voit parler à son chien. Voilà, c'est Ouais, vraiment les 2 voilà. scènes, on le voit. Et Il si, est danser aussi, voilà, Ouais, il est vraiment, c'est mais tout. je sais même pas si on l'entend parler, mais on le voit vraiment comme Ouais, ça. ouais, c'est très Et anecdotique. et pourtant, genre, je trouve que son la symbolique du personnage, elle est genre super forte pour Rick Dalton, Ouais, pour le coup, tu vois? Et ouais, c'est c'est ça super qui est intéressant. sympa, ouais. C'est qu'il a vraiment ce truc où il est dans une période où, enfin, je veux dire, en fait, je crois que la présence de Polanski juste à côté de chez lui qui le nargue un peu, Ouais. ça renforce encore plus sa sensation d'être Ouais, totalement un largué, has-been, quoi. tu Ouais, vois? ouais. Et c'est super intéressant. Bref, on repère Oh ma non! parenthèse Et pas de Polanski. souci. Et tu sais, c'est le oui, on peut en faire c'est le but du podcast, hein, on peut dériver, vraiment, il y a pas de fil conducteur à Ouais, part le film. Après, on peut parler ouais, de c'est tout et clair. de rien autour. Mais ouais, ce qui est vrai et en plus, ce qui est bien aussi dans le film, c'est le fait que la plupart des événements qu'il y a dedans et des films et tout ça qui sont sortis, à part les films de Rick Dalton, mais sont des parodies de films existants Mmh. et des fois, il y a juste un petit truc qui est changé, mais les événements qui sont retranscrits dans le film sont vrais, quoi. Il y a Ouais. juste Rick Dalton qui est rajouté au milieu et qui comment dire? C'est comme si c'était une réalité alternative, en fait, vraiment, hein. Il vient modifier certains trucs, enfin, Oui. ça rien que la scène de attention spoiler, rien que la scène de la, merde, La Grande Évasion, Oui, bah, oui, où j'allais il le dit: «J'ai dire. failli avoir le rôle», Ouais, ouais, ouais. il redouble la scène, c'est assez ouf, quoi et c'est très bien fait, d'ailleurs. Ouais, ouais, bah, j'allais le dire. C'est Ouais, vrai que cette scène, elle est vraiment marrante. Oui, c'est le truc qu'on se disait de l'Uchronie, en fait. C'est c'est ça. le fait, la définition, c'est de prendre un fait historique et de le recréer, réinventer un peu à ta sauce. Et il le fait, bah, dans Inglourious Basterds, Ouais, typiquement. Un peu, on peut se dire qu'il le fait un petit peu dans Django aussi, dans le sens que même si c'est que des personnages fictifs, il joue un peu avec une période de l'histoire, et cetera.
mais il joue pas avec des faits historiques. Mais du coup, ouais, dans Là, Once c'est Upon a Time in pleinement Hollywood, on est pleinement dedans, là. c'est clairement ça et donc ouais, comme tu dis, c'est vraiment prendre, ce Hollywood-là et rajouter ces 2 personnages fictifs au milieu, C'est ça. Rick et Cliff et jouer un peu avec tout ça, quoi et le faire un peu à sa sauce et je trouve ça super bien fait et intelligemment fait et en parlant de là des un peu des guests, enfin des références à acteurs, actrices Ouais. qu'il y a dans le film. Je sais pas si tu as eu cette info, mais tu sais la petite actrice avec qui Oui. il joue, ben, j'ai vu pas mal de trucs passer disant que cette gamine, ce personnage serait inspiré de Jodie Foster. Ah, peut-être. Alors, ça me parle, je t'avoue. Peut-être qu'il en parle dans le bouquin, je m'en souviens plus trop, mais ouais, c'est possible avec Ouais ce délire-là. et d'ailleurs son nom dans de la gamine, du coup, j'ai regardé là quand j'ai revu le film pour le podcast, elle s'appelle Trudy Fraser, un truc comme ça, donc Ouais, tu peux faire un peu un lien c'est vrai, c'est possible, ouais. C'est possible. et ouais, ils ont apparemment cette gamine-là, ce serait un peu un ce personnage-là serait inspiré de Jodie Foster. Ça ne m'étonnerait pas. Ouais, J'avoue que ça c'est m'étonnerait carrément pas du possible. tout, ouais. C'est ouais. D'ailleurs, fun fact, attention spoiler, fun fact, ça je le dis, mais ça c'est un des histoires les plus répandues. Je suis désolé, ça va te spoiler un peu le bouquin, Pas grave. mais on apprend mais c'est vraiment 2 phrases dans OK. le bouquin, vers la fin du bouquin, on apprend que cette actrice, dans l'univers du coup du film et du bouquin, a un Oscar à la fin. Ah OK! Et voilà, je trouve ça très cool qu'il y ait la continuité et la fin du bouquin se passe de nos jours et contemporaine et l'actrice a un Oscar, par rapport à l'ensemble de sa carrière et tout ça. Voilà, c'est un petit clin d'œil, je trouve ça sympa. Dans le bouquin, elle apparaît qu'à Ouais, cette ouais. fin-là, on apprend qu'elle a eu un Oscar et je Et trouve ça puis pour le coup, je trouve que la séquence avec cette gamine, elle est vachement marquante dans le film. ah totalement, Bah, alors, il y ouais, a la scène où ils sont vraiment que tous les 2 et après tu as même, ce qui continue après quand ils jouent, mais la scène où ils se parlent et tout et en elle est fait, super. un peu elle est tellement genre scolaire, Ouais. ultra concentrée qu'elle lui dit: «Non mais je préfère que tu m'appelles par mon personnage et tout machin» et lui, il se sent encore plus has-been du Ouais, coup. mais c'est ça, ouais, il le prend dans la gueule. Surtout qu'après, il lui raconte ce qu'il lit comme bouquin Ah et que ouais, ouais, ouais. ça lui met les boules là, parce que le cow-boy lui fait penser à lui, là, Ouais, un c'est ça, cow-boy foiré qui c'est peut ça. plus rien faire de sa vie, ouais, ouais. Il y a ce délire-là, mais moi, ce que j'aime bien aussi, c'est comment dire? Il y a un petit côté, merde, comment on pourrait appeler ça? Pas paradoxe, mais un peu quatrième mur, enfin méta, Mmh. dans le sens Oui, où, de ouf. la jeune actrice joue une super bonne jeune actrice, mais on est en train de voir une jeune actrice être super bonne à l'écran. Enfin, il y a ce Ouais, truc, ouais, ouais. on voit une jeune actrice être super douée à l'écran qui joue une actrice super douée à l'écran et je sais pas, à chaque fois ça me perturbe ce moment, vraiment ça me je fais: «Putain, mais elle joue une actrice talentueuse, mais elle est talentueuse la gamine, quoi». C'est assez ouf, je trouve. Ouais, carrément Il y a un et côté puis vraiment ça se prolonge après ce côté méta, il se prolonge, quand tu as la scène justement où il joue sur la série, où il joue enfin oui, avec la gamine là ouais. et que tu as où il se plante, tu sais, qu'il doit refaire la scène plusieurs Ouais, fois. bah oui, c'est la caméra Voilà, du film, c'est quoi. ça, la caméra en fait qui est la caméra du film de Once Upon a Time in Hollywood en fait, agit comme étant la caméra Ouais. qui est en train de filmer cette scène, donc tu as vraiment ce truc de poupée russe de la scène dans la scène et qu'il y a vraiment il y a une espèce de travelling circulaire comme ça, où ça le filme et il foire sa réplique et du coup, il dit: «Ah, je la refais», la caméra Et la rebouge caméra et revient. refait le Et après, mouvement. quand il se refort, il y a le cut et hop, la caméra part et hop, on voit toute l'équipe Ouais, c'est technique, ça, c'est ça c'est assez fou, et donc ouais, c'est vraiment le côté méta, mais d'ailleurs pour l'anecdote, je t'avais dit, mais quand j'étais en master, j'avais un cours sur la métafiction, donc le cinéma méta, parce que moi j'ai ouais. fait un master, de cinéma et du coup, il fallait faire une analyse de film, méta et cetera et du coup, je l'avais fait sur Once Upon a Time in Ah Hollywood. bah, ouais, c'est, Ouais. un bon cas d'école, Ah hein, ça, c'est clair. mais ouais, ce qui prouve une fois de plus, c'est vraiment un film pour les amoureux du cinéma, quoi. Oui. C'est parce que vraiment c'est voilà, quoi, enfin Ouais, oui, c'est plein de petites choses, mais qui font un ensemble. Mais d'un côté, comme tu disais, oui, c'est un peu niche aussi, quoi. Faut avoir ouais. envie de regarder comment ça se passe sur un plateau de ciné, Oui, c'est ça. comment un acteur se met dans son rôle, et cetera. Un peu voir ces coulisses-là, faut avoir envie de le voir, tu vois? Aussi pour aimer le film. Il y a des gens, ils s'en foutent de ça, tu vois? Ouais, bah, c'est pour ça, je pense qu'il est mal aimé parce Oui. qu'il y a un côté, ouais, bah, comme tu l'as dit, hein, les gens, le grand public habitué aux films de Tarantino sont arrivés devant ce film et se sont retrouvés un peu, pris au dépourvu, je pense. Mmh Parce mh. que c'est vrai que tu le mets avec son film précédent qui était Django, de mémoire, si je dis pas de bêtises. Ouais. Tu mets Ouais, Django et carrément. ce film à côté, enfin Django, c'est du divertissement, à la Oui. Tarantino certes, mais du divertissement quand même. Il y a de la fusillade, il y a de la réplique, cinglante, il y a du plan, de malade. Bon, il y en a aussi dans Once Upon a Time, in Hollywood, mais tu as des plans de caméra, de fou et tout ça et tu arrives face à une énorme fresque, pour amoureux du cinéma des années 60, Ouais. ouais, Oui, ça peut être violent comme, ça comme parle choix, pas à quoi. tout le monde, c'est clair. Ouais, Mais tu vois et pour revenir sur l'aspect méta aussi, il y a une scène qui est trop belle, c'est, la scène justement où du coup Sharon Tate,
donc qui est jouée par Margot Robbie, Ouais, va au ciné pour voir un film dans lequel elle joue c'est vrai qu'il y a ça. et que bon, tu as des gros plans sur ses pieds, mais Oh, voilà. Oui, ça Tarantino! aussi, Tarantino. Tarantino! Ça aussi, il y a plein de gros plans sur les pieds. Il y D'ailleurs, a je me rappelle Margaret que Qualley, voilà, il y a Dakota Margot Fanning. Robbie, Dakota Fanning aussi qui Je me passe, rappelle ouais. que Brad Pitt, quand il a gagné son Oscar, il avait dit, Ah, il a mis un tacle, il a pas dit: mal. «Ouais, je voudrais remercier mes costards, les pieds de Margaret Qualley, les pieds de Margot Robbie». Enfin bref, c'était drôle. Et Tarantino rigolait pas trop Non, comment tu as dit ça, il était un peu en mode: «Enculé!» Bon bref. ouais, c'est clair. Et du coup, ouais, dans cette scène, donc elle est dans le cinéma et elle regarde le film sur grand écran et en fait, ils ont laissé le vrai film C'était avec le la film vraie d'origine. Sharon Tate et Ouais. du coup, tu as un peu ce truc où tu as Margot Robbie qui joue Sharon Tate, qui regarde la vraie Sharon Tate Ouais. et je trouve que c'est super touchant aussi. Ouais, c'est un Mmh, hommage, ouais. c'est vraiment un hommage, c'est pas fait pour, souvent il y a plein de films en vrai quand on y pense qui, retournent des scènes de films entre guillemets avec l'acteur qui Mmh. joue le personnage dans le film. C'est décousu cette phrase, je sais pas si les gens vont comprendre. Mais dans le sens, tu prends un acteur qui joue un autre acteur, Ouais, des c'est fois ils ça. vont retourner la scène C'est du ça, film c'est ça. connu avec cet acteur. Là non, ils ont pris Mmh. le parti pris justement de laisser la Sharon Tate, originale si j'ose dire Ouais, et ouais, c'est vrai que c'est joli. C'est vrai ouais que c'est un beau moment, et c'est ouais. un Ouais, moment super méta aussi dans le film. ouais, totalement. Où tu as C'est ce truc de 4e mur et du coup, tu arrives plus à savoir si tu regardes Margot Robbie, si tu ouais, regardes c'est Sharon ça, Tate, c'est vrai. Donc j'espère pour les peu de gens ou peut-être le bon nombre de gens qui l'ont pas vu, j'espère qu'on les dégoûtera pas de de Ouais, voir non, le c'est film clair, parce que c'est clair. ça peut être, assez compliqué quand on le raconte comme ça, mais en vrai non, parce que, il y a quand même une comme tu l'as bien pitché au début, il y a un fil rouge qui est, Rick Dalton, qui est un acteur vraiment, paumé, paumé fin 69, qui essaie de reconstruire sa carrière et même sur le côté méta et tout ça, si on Mmh. se focalise pas dessus, on passe un bon moment à suivre Oui, un galérien quoi. oui Enfin vraiment, et puis pour en revenir à un peu à on en a parlé tout à l'heure, mais le duo, Brad Pitt-DiCaprio fonctionne trop bien, en ouais, fait. ouais, ouais. Je trouve que tu mets 2 acteurs comme ça avec la hype, la renommée et cetera qu'ils ont, tu pourrais t'attendre à ce que, bah, les 2 prennent beaucoup de place, que ça s'écrase et cetera et je Pas trouve du que tout. pas du Il y a une tout. très bonne alchimie entre les 2, je trouve, Ah ouais, ouais, il y a une qui a l'air alchimie de naturelle. dingue. Ouais, grave. Enfin, on dirait à peine qu'ils jouent, je trouve, par moment. On Ouais, dirait vraiment 2 potes qui discutent ouais, normal, enfin, c'est très ouais, bizarre. ouais. Bon, en même temps, des acteurs comme ça, on s'en doute qu'ils vont bien jouer. C'est rare qu'ils jouent mal, on va pas se Oui, mentir. Mais ouais, il y a un naturel dans leur alchimie assez déconcertant, je trouve, par moment. ouais, ouais, carrément et puis pourtant, ils jouent des persos qui ont aucun rapport, enfin, tu vois, Rick Dalton, il est beaucoup plus, émotif, beaucoup Ah plus, totalement. Alcoolique. alcoolique. Très gros problème avec l'alcool, tu dis non, Rick Et Dalton. Kid Booth, il est beaucoup plus, ouais, C'est nonchalant, un taiseux, chill, nonchalant, ouais. voilà, fumer ses clopes, enfin voilà, que la scène où il va réparer l'antenne et tout, il est là, bon, il chill, la scène où Ouais. il va promener son chien, enfin Ouais, c'est un mec à la cool, ouais. et Très dans le mouvement hippie, en vrai, quand on y pense, hein. oui, bah, ouais, Et là où Rick Dalton insulte les hippies tout le long du film, ouais, pour ceux qui l'ont pas vu, hein, il les traite, d'enfoirés d'hippies tout le long. À l'inverse, enfin, il est vraiment dans cette mouvance-là, Cliff, hein, vraiment à faire des signes de peace aux hippies qui croisent et tout ça. Il est vraiment, ouais, à porter des chaussures discutables aussi, très hippie, les chaussures qu'il porte. Je sais c'est pas si tu ça. as fait gaffe, sorte de bottines en peau de cerf très bizarres, vraiment qui ont pas l'air d'avoir de semelle, bah, très bizarres les chaussures. Mais ouais, il y a un, ouais, c'est ça qui est bizarre, ouais. Il y a une alchimie, mais ils sont très différents les 2, quoi. Ouais, carrément, carrément Une et amitié très bizarre. ouais, amitié très bizarre et puis pour le coup, je pense que enfin, moi, je le ressens vraiment comme une amitié sincère parce que tu pourrais dire enfin, ça fait je sais pas combien d'années qu'ils travaillent ensemble et c'est vraiment Rick la star, bah, il est riche, il vit à Beverly Hills ou je ne sais où, Ouais. dans des grandes maisons et tout et il y a une scène au début du film où, du coup, tu vois, Rick, et Cliff chez Rick et après tu as Cliff qui s'en va et il prend sa voiture et en fait sa voiture est tu as tout un plan séquence où tu le vois sortir de la maison, monter dans sa voiture et sa voiture est garée à côté de celle de Rick et qui est une belle voiture et lui c'est une Tu un voiture vieux taco, pourrie et il rentre chez lui, il vit dans une caravane avec son chien, derrière un drive-in, il se fait ouais, des ouais. espèces de mac and cheese dégueulasses et tout et du coup, tu pourrais dire pourtant tu le sens pas jaloux du tout. Non, il se contente vraiment de Ouais, sa vie. Il est bien dans sa petite vie, ouais, ouais, c'est ça. totalement. C'est ça tout le long du film, hein. C'est ouais, c'est là où Rick, en vrai, veut garder son Ouais, train de vie et sa célébrité, Cliff en a rien à foutre. ouais, Il est en c'est mode, clair. bah, il le dit, en fait, enfin, c'est dit par le narrateur dans le film, mais Cliff, en fait, c'est juste l'ami de Rick. Mmh. Enfin, il se comporte comme un bon ami. Il est Ouais. là pour son pote, il aide son pote, enfin voilà, lui, ça lui convient, quoi. Oui, parce que de base, c'est censé être son cascadeur, C'est mais en ça, c'est fait, sa là, doublure c'est cascade. C'est vrai son qu'on l'a pas dit, mais amateur, en ouais. fait. C'est son chauffeur, il lui répare son C'est ce que antenne, dit le narrateur. Le narrateur, il il dit: fait «C'est tout, son» quoi ouais, c'est et ça. c'est son pote et puis à aucun moment il se dit,
Enfin, à aucun moment tu sens qu'il est vexé du fait de travailler pour son Ah ouais, pote, non, pas d'être du un tout, peu ouais, même ouais. son larbin, tu vois? À aucun moment ça lui pose un problème, même quand à Après un moment du film, il pense Rick lui dit qu'il va pas pouvoir le garder et cetera, il s'en fout, enfin, tu vois? Ils sont oui, il comprend et en mode, ouais, il est en mode: «T'inquiète». «OK, Mais c'est ça qui est bien aussi, c'est que, Rick lui «rend bien» entre guillemets d'une certaine manière. C'est que quand il est sur les tournages, il essaie de le faire rentrer sur les tournages, de l'aider et tout ça, mmh, enfin, il le dépanne un maximum, quoi. Enfin, il y a ce côté, bonne entente oui, entre oui, les 2. carrément. Enfin, Bah, ils sont vraiment amis, quoi. ouais, c'est ça. Donc, ouais, alchimie très, très cool, entre les 2 quoi. Ouais et puis, tu vois, je fais un lien avec un truc que je voulais dire tout à l'heure, mais Vas-y. ce qui est cool avec ce film aussi, moi, ce que j'aime bien, c'est que tu as vraiment plusieurs z un peu bribes d'histoire et en Ouais. fait, tout se retrouve à la fin Oui, et du coup, tu as, ce tout le cet ça arc narratif avec Cliff et la hippie qui est jouée oui, par, Margaret Qualley ouais. et que je trouve intéressant. Moi, Margaret Qualley, c'est une actrice que j'aime beaucoup, je l'ai découverte là-dedans. Et après je l'ai vue notamment dans la série Maid sur Netflix où elle est Ouais. incroyable et après bon, il y a eu The Substance aussi, Oui, voilà, pour ceux que le son dernier rôle en date et je pense un de ses plus ouais, connus, si j'ose dire, c'est The voire Substance. Elle même joue le dans The plus connu, je Substance. pense. Moi, j'ai connu dans The Nice Guys. Voilà. Ah ouais, Je l'ai c'est vrai, découvert de j'ai pas vu mais c'est vrai qu'elle joue dans elle joue dedans, ouais et dans La Pub Kenzo, pour ceux qui oui, se c'est souviennent. vrai, c'est Mais oui, elle a joué dans La Pub c'est vrai, c'est Kenzo. vrai et moi je l'ai découverte dans Once Upon a Time et je trouve qu'elle elle marque vraiment le enfin je sais pas, elle tu la retiens quoi, même elle est Ouais. impactante je trouve dans le film. Bah, déjà, elle joue bien, enfin, Bah, comme elle joue tout le super monde dans bien. le film, en vrai, j'ai envie de dire, Oui, hein, mais elle joue très bien. Mais elle est impactante, ouais, par, je sais pas. ses pieds. Oui, il y a un plan pied, Pieds collés au pare-brise. ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais et je trouve que cet arc narratif-là et il y a Austin Butler aussi. C'est Pareil, vrai. j'avais oublié. Bon, à ses débuts aussi, hein. C'est Ouais. fou parce qu'il sortait, je pense, de la série Les Chroniques de Shannara, pour ceux qui se souviennent. Là aussi, je suis allé chercher Oh loin. waouh! Qui Ouais. était une série pas folle, faut dire ce qui est. Une série fantastique pas dingue. Il avait fait une apparition dans la série Lucifer aussi. Là, je sors vraiment les Oh dossiers, waouh! ouais. Mais ouais, premier gros rôle entre guillemets, ouais, Bah, ouais, ouais. c'est dans ça. Alors que pareil, il apparaît pas énormément de temps, hein. Non? Je pense que tu condenses toutes les minutes d'apparition, on est à 10, hein, et encore, Ouais, je suis ouais. gentil, hein. Bah, en fait, ce qui est cool aussi dans ce film et c'est que tu as vraiment, le un peu la voilà, la des rêves comme tu disais, les potes de Tarantino qui font des Qui font des petites apparitions. apparitions, Tu as ouais. Brad Kurt Pitt, Russell et tout. DiCaprio qui ont eu 2 rôles importants dans des films précédents et après tu as aussi quand même toute une nouvelle génération. C'est ça. Donc Austin Butler, Margaret Qualley, bon, Sydney Sweeney, bref, Problématique, on en parle pas. voilà et Maya Hawke aussi Oui, et quand qui est on la fille la fille de de ses Uma potes du coup, Thurman, ouais Thurman et et d'Ethan Hawke ouais. et du coup, je trouve ça cool aussi Il est le qu'ils parrain d'ailleurs. Il est le parrain de Maya Hawke, donc sérieux? c'était ouais, ouais, bien sûr. Tarantino? Ah oui, ils sont très amis avec Uma Ah Thurman et solidairement, il je est le savais pas. parrain, ouais, ouais, il est le parrain donc ouais. C'est fou, tu imagines, tu dis: «Mon parrain, c'est C'est le Quentin parrain Tarantino, ouais, Tarantino». c'était assez fou, ouais, ouais. Et du coup, ouais, je trouve que c'est cool aussi qu'il y ait un peu ce truc de transition Même il aussi, y a de l'actrice, que j'ai plus le nom qui a joué dans Anora, qui joue dedans oui, aussi. J'ai plus le nom. oui, j'ai pas le nom non plus et il y a même J'ai alors trouvé elle, ça je vite l'avais fait. oublié aussi, c'est Dakota Fanning. Dakota Fanning, qui est méconnaissable aussi, j'ai mis ma vie Qui à est la reconnaître, qui est, dégueulasse, elle est horrible. dégueulasse. En hippie graisseuse, déjà pas du tout polie, enfin pas très gentille, il faut dire ce Ah qui oui, est, extrêmement mal poli. antipathique, ouais. Mickey Madison, OK, ouais. voilà, qui joue dedans aussi, qui comment dire? Qui a un rôle de scream queen à la fin assez horrible à te Ouais, faire péter les tympans, mais je spoil pas. Je ouais, spoil pas la fin parce que la fin vaut le détour. Si on la connaît pas, la fin, ça vaut le détour. Faut ouais, dire ce qu'il y c'est a du film. clair. Mais oui, elle est dedans pour ceux qui connaissent et oui, je voulais dire que Margaret Qualley aussi, c'est la fille de la mannequin actrice Andie McDowell. Oui, qui joue aussi dans Maid et qui joue sa mère. Bref, Voilà, tout est pour ceux qui voient qui c'est. Si vous voyez pas qui c'est, regardez Un jour sans fin avec Bill Murray. Voilà, c'est le meilleur exemple que je peux donner pour voir qui est cette actrice, slash mannequin. ouais. Non et je trouve que, ouais, Margaret Qualley est super chouette dans le film, Ouais, elle crève l'écran, ouais, ouais, vraiment. vraiment. Je trouve qu'elle est assez marquante. Déjà, elle est magnifique, faut dire ce qui Oui, est. elle est très Cette belle, femme est, elle est très belle. elle a un charme, assez ouf, je trouve, Elle très dégage magnifique. quelque chose de Ouais. fort. Je trouve que le l'alchimie avec Brad Pitt marche bien aussi. Mmh. Et toute cette séquence au fameux ranch et cetera avec les hippies, Ouais. moi je me rappelle quand j'ai vu le film la première fois au cinéma, j'étais vraiment en mode, «Attends mais qu'est-ce qui se passe?» Alors c'est une scène très lente, faut dire ce ouais, qui est. c'était Mais ça super monte en lent. pression, enfin il y a un Oui, côté, bah, tu sens en fait quand tu es habitué un peu aux films de Tarantino, tu sais qu'il y a des fois dans son film des séquences comme ça qui sont un peu lentes, où ça monte progressivement, mais tu sais qu'il va y avoir à un moment donné ouais, un truc où ça va, partir un peu en cacahuète et je la trouve super intéressante cette séquence-là dans le ranch, et ça t'immerge vraiment dans le côté hippie. En fait, tu as vraiment
cette opposition où tu as d'un côté Rick qui lui est sur les plateaux à Hollywood, Ouais. etc. Et puis du coup, tu as Cliff qui se retrouve dans un ranch avec des hippies, un truc vraiment Alors, pauvre. pour préciser, ouais, c'est un ranch qui a servi pour le cinéma, là où Ouais, Cliff et Rick tournaient c'est ça, la série Chasseurs de primes, c'est ça. qui est la série dans laquelle jouait Rick à l'époque où il était célèbre Mm. et bien en vue d'Hollywood. Et d'ailleurs, dans ce ranch, le propriétaire du ranch est joué par Bruce Dern, qui est un acteur justement très connu dans les années 60. Tarantino voulait un représentant des années 60 pour jouer ce personnage-là, en clin d'œil. Bruce Dern, qui est le papa de Laura Dern, pour ceux qui voient qui c'est la mince, c'est quoi son rôle? Elle est botaniste, c'est ça, dans Jurassic Park? Ouais, ouais, je crois, C'est la ouais. botaniste j'ai plus son nom, je suis désolé pour les fans de Jurassic Après, Park. elle joue dans Big Little Lies aussi. Ouais, voilà. Mais ouais, je pense que Jurassic Park, c'est, Oui, mais voilà, c'est son papa qui est un grand acteur des années 60, qui joue dans Les 8 salopards de Tarantino, d'ailleurs, on peut le voir ok. dedans. Et voilà, à la base, ça devait être Burt Reynolds qui devait le jouer, Ok. qui est décédé malheureusement avant le tournage, mais Ah, c'était merde. lui qui devait le jouer et il est décédé avant. Et parce que Tarantino le dit souvent, c'est un de ses acteurs favoris, son idole des années 60. Du coup, il voulait le faire jouer dedans, mais malheureusement, Hmm. il a cassé sa pipe avant. Voilà pour la petite anecdote. Ok. Petite fun fact. Alors, j'en ai plein, regarde cette liste. Oh waouh, t'as bien fait tes devoirs. J'ai fait mes devoirs. Ouais, ouais, et du coup, donc il y a ce fameux ranch, comme tu disais, qui a servi de décor Mmh. pour la série de Rick et qui maintenant est laissé à l'abandon et du coup est squatté par toute une troupe de hippies, dont fait partie notamment Margaret Qualley. Et du coup, bah, Brad Pitt se retrouve à aller dans ce ranch et c'est un peu lunaire comme, La scène est comme assez folle. ambiance. Ouais, l'ambiance, c'est fou parce que l'ambiance, en soi, comment dire? Elle est pas malsaine si on était présent. Enfin, il y a un truc, ils ont l'air bienveillants et tout ça, mais comment c'est tourné et enfin, le fait qu'il y ait pas de musique d'ailleurs pendant cette scène, Mmh. l'ambiance est pesante. Ouais, de ouf. Alors qu'il y a rien. Il y a rien en fait dans la scène. Vraiment, c'est juste un gars qui est là, qui rencontre des gens, mais il y a une ambiance vraiment pesante et malsaine. Ouais, ouais, c'est très fort. Enfin, Tarantino quoi, j'ai envie de Ouais, dire. voilà, Pas finalement, on en revient au même. Et son métier quoi. un truc aussi à dire, par rapport au film, tout à l'heure, on disait que c'était, vraiment l'époque, Ouais, le lieu et le personnage principal du film et c'est vrai, mais il faut savoir que tous les décors ont été tous faits, en fait. Il y a zéro fond vert dans le ouais. film. Tout a Ouais, ouais, été c'était fait. du D'ailleurs, je crois cachet. qu'il avait eu l'Oscar C'est possible. Je t'avoue que du j'ai pas forcément regardé la je sais récompense, pas mais comment ça se dit en anglais, mais en gros, du meilleur décor, mais ouais, c'est un ouais, peu plus complexe que ça, en ouais. fait, la désignation aux Oscars. Et en vrai, enfin, c'est un truc de ouf, quoi. Enfin, les décors, de savoir que tout a été refait, que c'est que des vrais décors, moi, je trouve ça dingue. Ouais. Et ça prouve, bah, l'attachement qu'il avait aussi à restituer cette époque-là. Et après aussi, un peu le fait que c'est lui, il veut tourner qu'en pellicule, il veut que des Ouais, ouais, vrais c'est un grand décors. maniaque, Voilà, il est un peu psychorigide là-dessus, mais en vrai, il a raison parce que oui. du coup, c'est Bah, super c'est beau, ce qui fait quoi. le charme aussi du film, Bah, voilà, c'est ça, hein. complètement, Moi, je complètement. pense souvent, il y a une scène que je trouve, très représentative de l'ambiance du film, de manière générale. C'est tout simplement, au début du film, quand Cliff rentre chez lui, Mmh. on le suit juste du trajet de Rick jusqu'à chez lui. Il y a une vibe où il traverse vraiment, Los Angeles de nuit avec toutes les publicités, les cinémas ouverts, la radio à fond dans sa voiture. Enfin, il y a une vibe de cette scène, je la trouve incroyable. Elle Ouais. représente vraiment toute l'ambiance du film, toute l'époque, Non, c'est clair, c'est elle clair. est ultra fun cette scène. Ouais, et puis il y a la scène aussi où il conduit tout seul et qu'il voit Margaret Qualley et qu'il la prend en stop aussi. Ouais, oui, oui, avec les panneaux publicitaires, je crois, présidentiels ou je sais pas quoi, Ouais, ça il y a un délire, ouais. Non, vraiment, sens du détail, de toute façon, Tarantino, mmh. mais oui, c'est sûr qu'il a pu allez, petite anecdote, il a pu avoir les moyens de faire des grands décors, je pense, parce que c'était le moment, quand il a commencé le projet de ce film, c'est le moment où, le hashtag #MeToo est sorti Mmh. et du coup, vu que Tarantino travaillait beaucoup avec, Miramax, qui était la boîte des Weinstein. Weinstein, ouais, elle a fermé et du coup, plusieurs studios se sont jetés sur Tarantino pour essayer d'acheter son projet, de l'avoir dans leur écurie, donc ils ont aligné, vénère les bifetons, pour lui. Donc c'est Sony qui a gagné au final, mais on est sur une belle somme, je crois qu'on est sur du, 11 millions facile, pour acheter Ah oui. le projet, quoi. Donc je pense ils sont bien régalés Mais derrière. je pense que enfin, je dis ça, j'en sais strictement rien, mais je serais pas surprise que ce soit son film le plus cher en vrai, hein. Ah Qu'il lui ait ça coûté le ouais, plus ça cher, hein. m'étonnerait pas, ouais. Parce que Il y a de franchement, fortes chances, ouais. ne serait-ce que les cachets des Brad Pitt et DiCaprio, ça Rien que coûte ça, je pense que rien que ça. ça monte la note, ouais. Mais tous les décors et cetera et puis il y a eu vachement de lieux, en fait, il y a beaucoup de lieux dans le film.
mine Oui, de rien. Si tu prends toutes les rues de Los Angeles, le ranch, tous les plateaux de ciné, même alors à la fois les plateaux sur lesquels tu vois Rick jouer, mais à la fois bah, les plateaux qu'il a dû faire pour faire les séquences de films ou enfin en gros les extraits de films dans lesquels de la série notamment dans lequel Rick joue. Enfin, il y a énormément de lieux et de décors en fait dans ce film. ouais. Donc oui, c'est vrai que Mais des fois, en plus, pour des scènes de 5 minutes, quoi. ouais, Donc, ouais, un c'est peu. assez dingue, quoi. C'est... Non, non, mais c'est assez, assez impressionnant et puis toute la maison de Rick avec à côté la maison des Polanski et cetera. Enfin, ouais, tu en fait, c'est quand tu le vois, tu as du mal à croire que c'est tout vrai, quoi. Ouais. Tellement c'est ultra bien fait, ultra, Bah, réaliste, quoi. mais je dirais que ça, on se pose la question, pas la première fois qu'on le voit. Mmh. Parce que la première fois qu'on le voit, au contraire, enfin, si on est réceptif au film, bien sûr, pas comme tous les gens qui l'ont détesté, mais on rentre dans le film et on fait pas gaffe à ça. Mmh. Enfin, je trouve qu'on se laisse, submerger par l'époque. On va pas avoir le truc de se dire: «Ah putain, ça a dû coûter cher ça. Ah putain, ça doit être chaud à faire ou quoi». Il y a ce délire où on se laisse porter, on fait pas attention à ça. Ouais. Enfin, moi, en tout cas, ça m'a fait en mode: «OK, on est en 69, ça me va». Ouais, Et c'est je suis pas en mode: «Oh ouais, ça, c'est un fond vert mal fait. Oh ça, c'est un décor mal fait» ou «Ah ça a dû être chiant à monter comme décor ou quoi». oui, oui, Tu oui, vois? OK, carrément. je viens de monter dans une machine à voyager dans le temps et c'est OK. C'est ça. Et après, on le revient, tu es en mode: «Attends, ça veut dire que là, ils se sont fait chier à construire une fausse rue avec des voitures d'époque et tout ça, avec des mecs en tenue d'époque au volant des bagnoles alors que tu les vois en contre-jour pour, cette scène, quoi, Ouais, c'est qui vrai. dure 5 minutes». Et tu te dis: «Putain, c'est C'est ouf, quoi». c'est vrai et même, là, tu vois, en parlant de ça, ça me fait penser à la scène avec Bruce Lee aussi. Oui, alors celle-là, elle a fait polémique aussi parce que, Bruce Lee, il passe pour un trou du cul dans la scène, Mmh. hein, vraiment, c'est un petit con arrogant. Et je sais que la fille de Bruce Lee, justement, avait gueulé après Tarantino, par rapport à cette scène, parce qu'elle a dit: «Mon père était pas du tout comme ça, quoi». Ouais. Et Tarantino s'est défendu en mode: «Moi, je l'ai toujours vu comme ça». Elle a dit: «Je dis pas qu'il était comme ça, mais moi, j'ai cette vision du gars, quoi». Mmh. Mais ouais, elle a fait polémique cette scène, avec Bruce Lee, ouais. Bah, surtout, ouais, elle est un peu lunaire, quoi, Elle est genre, lunaire, c'est vrai qu'elle a rien à foutre là, entre guillemets, mais franchement, tu peux l'enlever, elle apporte rien au film ou elle enlève rien au film, ah tu vois? totalement. Mais je sais pas, il a voulu se faire un Bah, délire. elle est un peu là pour montrer le caractère de Le Cliff. caractère de Cliff, oui. Et parce que, bah, c'est aussi, une personnalité de l'époque, comme il nous met Sharon Tate et compagnie. Bruce Lee, à l'époque, c'était quelqu'un de il était partout. Mmh. Bah, sur le film que va voir Sharon Tate, il était consultant, arts martiaux. Mmh. On voit d'ailleurs la scène où Margot Robbie s'entraîne avec lui. Et oui, quand on voit les crédits du film, du vrai film, il y a écrit Bruce Lee, consultant arts martiaux, quoi. Donc il Ouais. était omniprésent à Hollywood, aussi à ce moment-là, quoi. Il était partout, Bruce Lee. Donc Oui, c'est clair. Mais ouais, il a voulu se faire un délire aussi, je pense. Il s'est dit, oui, oui. mais je me demande combien parce que je me rappelle, du coup, le film a été projeté à Cannes Mmh. en 2009 hors compète et c'était un rajout de la sélection parce que Cannes, ils font toujours ils annoncent Ouais. la sélection un mois avant le festival et après, il y a toujours un peu des rajouts d'ici le festival. Et celui-là, ils l'ont annoncé genre 2 semaines avant, Ouais. le festival en hors compète et je me rappelle qu'ils avaient dit ou c'est Tarantino qui l'avait dit, qu'il avait travaillé comme un bâtard pour pouvoir le monter et avoir une V1 en fait à proposer à Cannes parce qu'en fait, il voulait vraiment que le film soit projeté à Cannes et en vrai, ça a du sens, tu vois? Ouais. Bah, déjà, oui, Déjà, parce que l'importance de Cannes dans le cinéma, l'importance de Cannes dans sa carrière à lui, tu vois? Quand il y a eu Reservoir Dogs, après la Palme d'Or pour Pulp Fiction, et cetera. Et du coup, ils voulaient vraiment qu'il soit montré à Cannes, mais je veux dire, vraiment, ils ont eu une version qui venait sortir du four, quoi. Quand ils l'ont projeté, je crois même que je suis même pas sûre que la version qu'on ait eue nous au ciné, c'était celle qu'il y a eu à Cannes. Je pense qu'il y a des trucs qui ont été pas retravaillés sûr du après, tout. quoi. Vu le nombre de scènes coupées qu'il y a, Ouais. c'est pas sûr du tout. Parce qu'il y a des scènes extrêmement longues de dialogue, on Ouais. s'en fout un peu, mais Et du coup, je me demande le nombre de rushs qu'il a dû faire et le nombre de scènes qu'il a dû enlever parce que il faudrait que je sais pas combien de temps de tournage il y a eu, mais ça doit être assez ça devait être, ça doit être extrêmement long. ouais. Non et c'est vrai que voilà, à Cannes, je me rappelle quand il l'avait annoncé, j'étais là: «Oh waouh» et donc je sais qu'il l'avait fini, mais in extremis pour Cannes, et qu'après le truc a dû être un peu peaufiné, machin, Ouais, un peu pour la recoupé sortie pour en la salle. sortie en salle, mais je pense que les gens qui l'ont vu à Cannes, ils ont vu un truc un peu pas vraiment différent, mais je veux dire, il devait y avoir quand même quelques petites, différences par rapport à ce qui est sorti. Ouais. Hem, mais c'était super intéressant en tout cas de le voir projeté à Cannes. Moi, enfin, ça avait énormément de sens, quoi. C'est un film hommage au cinéma, c'est le plus gros Oui. festival du monde. Ah oui, ça avait totalement, sa place là-bas, hein, Ouais, et puis Tarantino, il y a vraiment eu quand ils ont passé Reservoir Dogs, moi j'avais vu un docu sur ça.
Il y a un documentaire sur Tarantino que j'avais vu il y a quelque temps qui est super intéressant. Je conseille à tous les amateurs de Tarantino. Et en fait, ils expliquent que quand il y a eu Reservoir Dogs, qui était son premier film, il est arrivé à Cannes, lui, personne ne le connaissait, il marchait sur la croisette, enfin, personne ne le calculait. Et il y a eu la projection de Reservoir Dogs, et ça a été vraiment le déclencheur après de sa popularité. Et genre, les jours qui suivaient, il était en soirée avec Paul Verhoeven, tous les Ouais, non, ça a marqué, ouais. hype de l'époque, quoi. Et puis après, quand il y a eu Pulp Fiction, Palme d'Or ultra Consécration. controversé. Ouais. Un des films les plus controversés qu'il y a eu à Cannes. Ultra violence et compagnie. Et la Palme d'Or, sûrement la plus controversée aussi. Alors que maintenant, on se tape des trucs, c'est cassé. Et du coup, voilà, je trouve que c'était aussi symbolique qu'ils viennent présenter ce film-là à Cannes. Bien sûr. Voilà. Parce qu'il y avait des rumeurs comme quoi ce serait son dernier film. Des gens qui disaient que ce serait son dernier film. Franchement, ça pourrait. Hein. Ouais. Mais il a dit qu'il s'arrêterait à 10. Il a toujours dit qu'il s'arrêterait à 10 films. Mais moi, s'il s'arrêtait à celui-là, ça me choquerait pas. Ah non, c'est pas choquant. Parce que il tourne vers l'écriture de plus en plus, donc il y a ce délire. Ouais. Et puis pour moi, c'est un peu, je le vois un peu comme limite comme un film testament, quoi. Genre, il a voulu, comme on se disait, mettre tous les trucs qu'il aime, mettre toutes les rêves qu'il avait envie de mettre. Ouais, c'est un bel hommage à sa cinéphilie, au cinéma, à son cinéma aussi à lui. Parce que voilà, il y a plein de refs à ses films précédents, aux acteurs et aux actrices qu'il aime, etc. Donc moi, je pense qu'il pourrait, s'il s'arrêtait sur celui-là, je serais en mode, ça a du sens, tu vois. Ouais, totalement. Ouais, je sais pas. Mais du coup, il y a cette histoire de Kill Bill là. C'est une série qui va sortir sur Kill Bill, c'est ça? Non, c'est le film de 4 heures, comme il voulait le sortir. Ouais, c'est l'épisode 1, enfin le volume 1 et le volume 2, réunis en un seul film avec des scènes inédites. Et ça sort à l'heure où on parle, le mois prochain. Ok. Non, c'est une série sur Django. Pas être au courant. C'est une série sur Django, par contre, un peu dérivée de Django qui doit sortir. J'avais vu ça. Ça, il avait le projet depuis très longtemps. Voilà. Ouais, déjà, il y a eu une suite en comics. Fondu les deux. Pour les fanats de comics, il y a eu une suite en comics. Il y a d'ailleurs un crossover Django cross Zorro. Oui, c'est pas. C'est vrai. Mais oui, ça, c'est totalement canon parce que c'est Tarantino qui a donné son aval et il n'a pas participé à l'écriture, mais il a lu les trucs, il a validé un peu les comics et tout ça. Parce qu'il est lecteur de comics aussi, il aime beaucoup les comics. C'est un geek. Hein, c'est un geek, c'est un énorme geek. Mais ouais, la série Django, c'est un truc qu'ils voulaient faire depuis très longtemps. Voilà, j'ai fait un mix dans ma tête, je savais qu'il y avait une histoire de série. Mais apparemment, il y aurait des rumeurs comme quoi ils vont faire aussi une série en animation japonaise, de tout le délire avec. Mince. C'est Kiki, c'est ça le personnage dans Kill Bill, je crois? Oui. L'écolière? Oui, je crois que c'est ça. Ouais. Voilà, ils veulent faire elle et sa sœur, vu qu'on apprendra des choses sur sa sœur dans le film, dans le condensé du volume 1 et 2 là, qui va sortir. Enfin, le condensé, la compilation. Et apparemment, ils ont pour projet de faire une série d'animation où on suit les deux sœurs, qui racontent comment elles sont devenues tueuses à gages, je crois. Mais j'avais vu une rumeur aussi comme quoi ils voulaient faire un film sur les frères Vega, là. Oui, mais ça saura jamais lieu, mais ça date de Pulp Fiction, de post-Pulp Fiction. Voilà. Parce que oui, pour ceux qui le savent pas, Vincent Vega de Pulp Fiction et Mister je sais plus lequel. White, non? C'est pas Blonde? On est bien préparé dans cette émission, c'est cool. Je vais trouver ça. Attends. Ouais, parce que les films de Tarantino sont sont quasiment tous connectés, vraiment. Notamment avec la marque de clé. Voilà, Red Apple, bien évidemment. Voilà. Mais même Django, il a un lien avec les autres. Il y a un des personnages dans Django qui a le même nom qu'un des personnages dans Pulp Fiction, je crois. Ouais. Enfin, il y a un délire de ce genre. Tous les films sont connectés. Ouais, tous les films de Tarantino font un peu partie du même univers. Mr. Blonde, c'est ça. Mr. Blonde, son nom de famille, normalement, je sais plus, c'est Vega aussi. Oui, c'est Vega. Je sais plus son prénom. Et c'est le frère, techniquement, de John Travolta dans Pulp Fiction. Qui joue Vincent Vega. Et donc, il y avait une rumeur comme quoi il ferait un... Mais il voulait le faire, mais ça n'a jamais eu lieu. Il a jamais réussi à terminer le scénario, en fait. Du coup, c'est un peu passé à la trappe, quoi. Mais ouais, non, il voulait faire ça, ouais. Ça, c'est fou. Mais oui, c'est un peu comme Stephen King et ses bouquins, l'univers Tarantino est interconnecté, ouais. Ce qui est assez zinzin, je trouve. Ouais, c'est clair. Parce que je sais, oui, pareil, qu'un des sabres à Tori Hanzo, on peut le voir dans un autre film que Kill Bill. J'avais lu, je sais plus lequel, mais je crois qu'on peut voir un sabre japonais où il est mentionné dans un autre truc. Enfin, il y a. Bref, quoi, voilà, quoi, tout est connecté. Non, mais il y a plein de vidéos sur YouTube qui te débriefent un peu. Ouais. Même les bouquins sur Tarantino, il y en a une chier. Dans les films, les connexions, enfin, c'est un truc, tu te dis, mais le mec est un psychopathe, quoi, pour penser à tout ça. Ça me semble logique parce que c'est des films faits par un amoureux du cinéma, donc le fait qu'ils mettent des clins d'œil entre guillemets à ses propres films, je trouve ça logique.
Ouais, mais des fois, tu te dis, franchement, faut y penser à ça, Oui, tu vois? oui, oui, il a un problème, tout simplement, il a un problème. Mais ouais. Après, je sais qu'il y a des gens, pour, heu, pour rester à peu près dans le sujet, il y a des gens qui l'accusent souvent de vol, Tarantino, par rapport à ses films, parce qu'il y a souvent des plans qui sont très semblables à des films dont il est fan. Mais justement, lui, il dit: «C'est pas du vol, c'est un hommage. C'est parce que c'est des films que j'ai aimés et j'ai Mmh. envie de reproduire la scène». Donc c'est quoi ton avis par rapport à ça? Tiens. Parce que moi, Heu, je comprends, je vois ça comme de l'hommage, parce que c'est pas du oui, plagiat, oui. image par image, enfin, Bah, je pense que quand tu connais un peu enfin, je veux dire, le rapport qu'il a au cinéma et son côté geek aussi ouais. enfin, un peu geek quoi, tu sais qu'à quel point il s'est nourri en fait Ouais. de toutes ces heures, à quel point tout ça l'a inspiré et du coup pareil, je le vois pas du puis surtout il l'assume en fait. Oui, c'est ça, il le dit. Et C puis c'est pas le plagiat du film en Oui, entier, c'est c'est clair, qu'il prend une scène d'un film qui l'a marqué, il la remet dans son film. c'est clair et puis Donc si c'était du plagiat, je pense il assumerait pas les références, tu vois? ouais. Là, il le dit en fait qu'il a été nourri par ça, que Kill Bill, ça c'est ultra inspiré des films de kung-fu et cetera. Enfin, ouais, moi, je le vois vraiment aussi comme Ouais. un hommage, quoi. Quand tu connais un peu tout son parcours, tout son rapport au cinéma, ouais, c'est clairement, pour moi, c'est pas du plagiat, quoi. Ouais, c'est vrai, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, bah, il y aura toujours des rageux de toute façon, Oui, ça malheureusement. oui, non, c'est clair, c'est clair. Après Tarantino, c'est un réal qui est clivant quand même, hein. Ouais. Tu adhères pas forcément à ses films, tu adhères pas forcément aux Au gars, personnages, ouais, enfin moi, plus les années passent, plus je le trouve aigri, on va pas se mentir. ouais, Plus j'ai du mal avec le personnage, mais je reste un fan de son cinéma parce ouais, que ouais. c'est un amoureux du cinéma qui connaît bien son métier. Ah On va pas ça, se mentir. ah ouais, à peine, ouais. Ouais. Et du coup, ouais, c'est toujours un plaisir de voir ses films. Mais ouais, le personnage en lui-même, bah, c'est Oui. normal. Enfin, c'est normal, tu peux pas plaire à tout le monde de toute façon. Non, Enfin, non, c'est clair. et Il a ce qui est bien, c'est qu'il a ses avis. Tu vois ce que je veux dire? Il va pas essayer de brosser les gens dans le sens du poil. S'il aime pas quelque chose, il va dire: «C'est de la merde» et mmh. basta. Enfin, il y a ce truc-là, je vais pas dire que j'apprécie, on va dire que je respecte ce côté-là, comme ce qu'il a dit par rapport à Paul Dano, ce genre de choses. Oui, Je suis pas d'accord avec lui. oui, c'est vrai. Comme la plupart des gens, Paul Dano, c'est un très bon acteur. Et lui, il a dit: «C'est un acteur de merde», mais au moins, voilà, il est pas allé en mode: «Oh non, mais cet acteur, Oui, il il est est allé, oui, il a dit son avis, voilà, en mode, ça c'est sûr. «Ah, il joue comme de la merde». Bon, Ça, c'est sûr. on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais au moins, Non, il c'est se clair ment pas, quoi. et pour le coup, dans Once Upon a Time in Hollywood, il a pas fait de caméo. Il fait des caméos dans beaucoup de C'est ses bien vrai, films ça. et dans celui-là, il y est pas. Bah, après, dans Kill Bill, il en fait pas non plus. Non, et pas dans tous ses films, mais je veux dire, il y est dans quand même beaucoup de ses films, tu Oui, vois? Et dans celui-là, il s'est pas mis, quoi. c'est vrai. Alors qu'il aurait pu, hein. Alors qu'il aurait pu et qu'il aurait pu se faire le délire. Genre, tu imagines, moi, je l'aurais bien vu jouer le fameux, celui qui est joué par le père de Laura Dern, là. Ah oui, Ça aurait été super ça drôle, aurait tu été vois? drôle, ouais. Ouais, ouais. Mais non, non, il s'est pas mis dans Once Upon a Time in Hollywood, ce qui est assez drôle. Je sais Mmh. pas comment il réfléchit à se dire: «Je vais me mettre dans tel film» parce que dans Django, fallait y penser, quoi, à se mettre, dans le film, dans ce Ouais, rôle-là, oh, tu peut-être un vois? petit trip, comme Ouais. ça, petit ego trip sympathique, ouais. Mais parce que du coup, il est dans, Django, dans Pulp Fiction, il est dans Reservoir Dogs Il aussi est dans Reservoir Dogs, oui, dans Pulp Fiction, c'est vrai qu'il est aussi en mode, et on le voit pas mal dans Pulp Fiction Pulp pour le Fiction, il a coup. un rôle «important» entre Ouais, guillemets, oui, vu qu'il sauve la mise, bon, on va pas spoiler, au dans cas où si Jackie bon, après le Brown film a aussi. 30 ans quand même, donc déconnez pas. Jackie Brown aussi, il est dedans. Ça fait un moment que je l'ai pas vu, donc je t'avoue Il est que dans Jackie Brown. désolé pour les fans Ouais. de Jackie Non, mais Brown. moi, j'aime pas trop ce film. Ah ouais, mais c'est celui que les gens généralement aiment le moins, alors que moi je l'aime beaucoup Jackie Mmh. Brown. Eh bah, vas-y, fais-moi ton top Mon top, Tarantino. bah, Once Upon a Time in Hollywood, Ouais, en 1. En 2, je dirais Django, ouais, comme beaucoup de gens, mais Django, c'est quand même un sacré film. Il y a ouais. très peu de choses à jeter dans Django, je Mmh mh. trouve. Je dirais, alors quand j'étais plus jeune, parce que, bah, ça a été une porte d'entrée dans le grand cinéma, comme on dit, chez les branleurs, mais Pulp Fiction, je l'aurais mis en top 3. Mais plus le temps passe, plus mes goûts évoluent, on va dire, et je dirais Kill Bill quand même en troisième position. Parce que, moi qui suis, un fan du cinéma d'action, ce Kill Bill a une portée, bah, comme on dit depuis tout à l'heure, c'est un hommage au cinéma d'action des années, 70, 60-70, cinéma d'action, hongkongais, japonais et compagnie, et du coup, je sais pas, il me touche plus que Pulp Fiction avec le Mmh. temps. Mais c'est OK. dur de faire un C'est dur, top hein. 3 de C'est dur. Tarantino. C'est C'est dur. vrai, Pulp Fiction est quand même coude à coude avec Kill Bill, tu Oui. vois? Volume 1 et 2, hein, je comprends Oui, oui, quand oui, je dis oui, Kill Bill, on met le parce que les 2, de toute façon, il les compte comme étant un seul ouais, film, c'est ça. donc on va faire pareil. Mais même Inglourious Basterds est très bon aussi, je l'ai Ouais, revu il y a pas si c'est longtemps, je dur, suis en hein. mode: «Ah, il est bien quand même». C'est dur. C'est très compliqué. Moi, je dirais Boulevard de la mort, c'est mon dernier préféré. Ouais, Après, il est particulier, hein, c'est vraiment c'est le délire qu'ils ont fait avec Rodriguez de faire
Grindhouse Movie, mais c'est une ambiance très particulière, Boulevard de la Mort, mais c'est celui que j'aime le moins, je dirais. Moi, celui que j'aime enfin, j'ai pas du tout un bon souvenir de celui-là et je l'ai pas revu depuis, mais un que j'aime pas du tout, c'est Les 8 salopards. Ouais, je comprends. Je l'ai vu au cinéma, je l'ai pas aimé, Ah mais non. pareil, je l'ai revu. Je suis en mode, ah ok. Mais trop jeune, peut-être que je l'ai vu, ou pas dans l'ambiance, tu vois. Bah, pareil, je l'ai vu au ciné, j'ai pas aimé, et du coup, il faudrait que je le revoie. Ouais, ce que j'allais te dire, revois-le chez toi au calme, je pense que, et avec le temps, parce que quand il est sorti, ça remonte. Je pense avec l'âge et tout ça, la maturité, moi, je l'ai plus apprécié. Là, ça repose que sur du dialogue, enfin, c'est du huis clos, du coup, t'es vraiment en mode full dialogue. Bah, j'avais pas trop aimé. Kurt Russell dedans, quoi. Oui, c'est vrai. Pour ceux qui ont écouté le premier épisode, vous savez que Kurt Russell, j'adore, et Kurt Russell, il est dedans. Qui est dans Once Upon a Time in Hollywood aussi. Il est dedans aussi. Et d'ailleurs, c'est lui qui fait le narrateur. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça, je t'aurais Mais il y a Al Pacino aussi dans Once Upon a Time in Hollywood. Ah oui, qui joue. Il joue l'agent de. Qui joue Schwartz. Il joue l'espèce d'agent de Rick Ouais, c'est ça. qui lui dit au début. On va faire des westerns en Italie, ouais. Ouais, c'est ça, c'est ça. Oui. Ça, pareil, c'est dingue. Enfin, mais oui, on oublie Al Pacino, mais quand même, tu vois. On a quand même une scène où on se retrouve avec Brad Pitt, DiCaprio et Al Pacino au même endroit, en même temps. Ouais. C'est complètement dingue quand on y pense. Ah non, c'est clair, et c'est vrai, tu vois, on l'oublie, mais quand même, il y a Al Pacino dans le film, quoi. Enfin, c'est zinzin. Il tourne plus énormément, Al Pacino, tu vois, il est vieux maintenant. Je sais pas quel âge il a, mais bon, il est plutôt jeune. À l'époque, c'était en 2019, mais ouais, déjà, il commence à se faire. Et, tu vois, enfin, ouais. Il a même mis ce mec-là dans son film, quoi. Enfin, je trouve ça fou. Ouais. Du coup, ton top 3, tu me l'as pas donné. Oh, c'est bah, pareil, je mettrais Once Upon a Time in Hollywood en premier parce que pour moi, c'est le plus, comme je te disais au début, c'est le plus tarantinesque de tous ces films. En 2, je mets. Je me suis mis dans un bourbier tout seul. Ouais, bah voilà, faut en 2, je dirais. En fait, j'ai à peu près le même top 3 que toi. Ouais. En 2, je dirais peut-être Pulp Fiction parce que pour le truc, le film ultra culte que c'est. Histoire non conventionnelle aussi. L'OVNI que ça a été à l'époque, la Palme d'Or ultra controversée, enfin, l'impact qu'il a eu dans le cinéma. Pour moi, enfin, tu fais une liste des films les plus cultes des 40 dernières années, il est dedans, quoi. Enfin, c'est la preuve, t'as ton poster juste derrière toi, Pulp Fiction. Ouais, donc je dirais lui. Moi, je l'ai vu assez jeune et il m'avait retourné ce film. Il est fou. Et en 3, c'est dur, mais en 3, j'hésite entre Django et Inglourious Basterds. Pour moi, les deux se ressemblent beaucoup. Je les associe pas mal tous les deux. Mais ouais, j'hésite un peu entre les deux. Peut-être aller à un cheveu Django. Ouais. Mais j'adore Inglourious Basterds. Après Kill Bill, j'avoue que je l'ai vu qu'une fois et il y a longtemps, donc faudrait que je le revoie. Notamment quand il va sortir là les 4 heures, pourquoi pas. Mais ouais, donc c'est pour ça peut-être que si je le revois, peut-être qu'il rentrera dans mon top 3, mais là à l'heure actuelle non, parce que je l'ai vu il y a longtemps. Ouais, en 3e, Django, Inglourious Basterds, mais je pense Django de vraiment pas beaucoup. Mais les deux se ressemblent beaucoup, je trouve. Bah, il y a une histoire de traque et de vengeance un peu. Dans les deux films, il y a un peu ce côté-là, quoi. Ouais, t'as ça, t'as le côté un peu parcours du héros, tu vois, un personnage un peu qui vit une injustice. Donc t'as Shoshana dans Inglourious Basterds qui voit sa famille se faire tuer. Spoiler, mais pareil, là, le film a 15 ans, au bout d'un moment, on déconne pas. Oui, puis c'est le début du film. C'est totalement le début du film. Donc ouais, super scène d'ouverture. Ouais, super scène d'ouverture avec Denis Ménochet. Avec des acteurs français. Merci Quentin, parce que il aime le cinéma français, donc il fait jouer des acteurs français pour jouer des Français, et ça fait plaisir. Et du coup, ce personnage-là qui est juive et qui voit toute sa famille se faire tuer, et qui du coup après t'as tout ce parcours du héros-là. Pareil avec Django, en fait, du coup cet esclave qui est racheté par Christophe Valls. Qui joue aussi dans Inglourious Basterds. Qui joue un méchant horrible et à la fois tellement cool. D'ailleurs, anecdote, c'est le seul acteur, alors peut-être que je m'avance un peu trop, mais en tout cas, c'est sûr, un des rares acteurs qui a réussi à avoir un Oscar, pour un second rôle de méchant et ensuite de gentil quelques années après. En même temps, il est fou. Et ça, c'est cool. Dans les deux films. Dans les deux, il est dingue, quoi. Et après, t'as aussi deux acteurs quand même un peu ultra connus dans le cinéma, même qui ont été des sex symboles, etc. Donc DiCaprio et Brad Pitt, encore une fois, qui sont grimés, qui jouent. Alors Brad Pitt joue un gentil, mais il a son défaut de mâchoire et tout. Il est un peu space, tu vois. Mince, comment il s'appelle
Dans Le Parrain. Oui, c'est ça. Oui, et c'est le même délire, le coton dans la mâchoire. Et t'as DiCaprio qui joue Candy, qui est dégueulasse, là. Oui. Et du coup, donc, t'as ça un peu, ces personnages-là. Et puis, t'as la fin super jouissive dans les deux. Ouais. Donc, ça défoure. Mode, ça fracasse. T'as le Tarantino, truc de la vengeance. Enfin, oui. C'est situé dans une époque aussi. Tu vois, Inglourious Basterds dans la Seconde Guerre mondiale, Django, toute l'époque ségrégation, esclavage et tout aux États-Unis. Enfin, pour moi, les deux et ils sont sortis l'un après l'autre en plus. Et pour moi, les deux se ressemblent beaucoup. Ouais, c'est vrai. Et donc voilà, c'est pour ça que je les mets un peu, je les associe un peu et je les mettrai tous les deux en 3, mais ouais, peut-être Django un peu plus. Ça dépendra de mon humeur. Ouais, je comprends. Ouais, mais c'est pas facile. Non, c'est dur. Pas facile de faire des tops. C'est dur. Et pour le coup, Django, je pense que avec Pulp Fiction, je pense que c'est son plus populaire. Son film le plus populaire. Oui, totalement. Parce que plein de gens l'ont vu et pour l'anecdote, ma grand-mère, qui a 90 ans, adore ce film. Bah voilà. Quand il passe à la télé, elle le regarde. Et alors qu'elle aime pas les films violents et tout, mais elle adore Django. Ouais, d'avoir une ambiance. Ouais, je sais pas, ça lui plaît. Et donc, ouais, je pense que c'est son film avec Pulp Fiction le plus culte, je dirais. Oui. Le plus apprécié, peut-être. Ouais, apprécié. Ouais. Ouais, faudrait faire un sondage. Oui, c'est vrai. Je ferai un sondage. Ouais, en vrai, ça vaut le coup de faire un Dites sur les commentaires. Mettez des commentaires sur les réseaux, sur les plateformes d'écoute ou quoi. C'est quoi votre... Est-ce que vous pensez que Pulp Fiction est plus apprécié que Django ou l'inverse? Ouais. Voilà, on mettra un petit sondage. Vous le dites. S'il n'y a pas de sondage, vous mettez dans les commentaires. Dites-nous même c'est quoi votre préféré de Tarantino. Comme ça fait des stats. Voilà. Quel est votre le film le plus culte de Tarantino? Faites des stats, s'il vous plaît. Ouais, c'est ça. Mais ouais, pour en revenir à Once Upon a Time, qu'est-ce qu'il nous reste à dire dessus encore? En fait, c'est vrai que sans spoil, c'est un peu compliqué. C'est compliqué. Si on veut garder du mystère, c'est un peu compliqué. C'est compliqué si vous l'avez pas vu, ouais. Après, je sais pas si tout ce qu'on a dit va donner envie aux gens de le regarder. Mais regardez-le, faites-vous votre avis déjà, tout simplement. Ouais, c'est clair. Mais rien que pour la performance des acteurs. Oui. Personne n'est à jeter dans ce film. Comme on l'a dit, DiCaprio et Brad Pitt, ils n'ont plus rien à prouver à personne déjà. Non. Mais même les seconds rôles, enfin vraiment. C'est clair. Margot Robbie, impeccable. Il y a Émile Hirsch qu'on n'a pas revu depuis c'est vrai. Des années. Pour ceux qui connaissent pas, regardez The Girl Next Door. Désolé, mais c'est son rôle iconique. Mais Émile Hirsch, moi c'est plutôt Into the Wild. Ah oui, Into the Wild, c'est vrai. Ah moi je suis resté adolescence The Girl Next Door. Mais voilà, qui avait plus fait de grands films entre guillemets. Si il avait fait, c'est quoi déjà Dark Hour, un truc comme ça, un truc d'invasion alien, vraiment pas ouf. Oui. Il joue dedans. Qui joue dedans, du coup? Moi, Émile Hirsch, pour moi, c'est Into the Wild. Ouais, je comprends. Deux salles, deux ambiances, vraiment. Clair. Oui, c'est vrai qu'il joue dedans. Il y a plein de gens. Il y a un truc aussi, justement, la scène avec Émile Hirsch, où en fait, c'est dans une soirée, un peu avec tout le gratin d'Hollywood. C'est vers le début du film. C'est vers le début. Et en fait, il y a un truc super drôle, mais que tu vois que dans les films de Tarantino, où des fois, il va te mettre du texte ou des trucs de manière un peu, genre, improbable. Et là, du coup, il y a une scène où t'as tout le gratin d'Hollywood, et d'un coup, t'as l'image qui frise, et il te met genre 2 flèches avec écrit les noms de telle personne, mais je sais plus qui c'est, mais en mode, c'est pour te dire que ces 2 personnes-là sont des acteurs connus. Oui, c'est ça. Bah oui, parce qu'il y a, si je dis pas de bêtises, il y a Paul Newman. Ouais, c'est ça. Dedans, qui apparaît. Enfin, il y a plein d'acteurs de l'époque qui apparaissent dans cette scène où il y a tout le gratin d'Hollywood au manoir Playboy. C'est ça. Oui, voilà, c'est ça, au manoir Playboy, oui. En fait, oui, il y a plein d'acteurs qui jouent des acteurs connus des années 60, et c'est assez zinzin à ce niveau-là. Mais tu vois, c'est aussi ça, c'est un truc vraiment de Tarantino, c'est ce truc à te mettre des textes, de manière, ouais, comme ça, en mode, je vais préciser ça, je vais mettre. Ouais, il aime bien. Ça, le style Tarantino, c'est très particulier. Ouais. Enfin, il se permet plein de folies qui passent pas forcément avec d'autres réals, quoi. Ouais. C'est ça le truc. C'est ça. Et des trucs un peu absurdes, en fait. Ah oui, totalement. Aussi. Parce que même Kill Bill, genre, il y a, toute la scène où elle répète avec le maître du kung-fu, c'est ça? Ouais. C'est ultra absurde, là. Ah oui, c'est totalement ce grand cinéma kung-fu des années 60-70, quoi. C'est vraiment la 36e chambre de Shaolin pour ceux qui ont vu ce film, mais c'est le même esprit, c'est vraiment le moine qui s'entraîne et qui défie les lois de la gravité en s'entraînant, c'est le même ambiance, quoi. Mais oui, c'est particulier. Il y a de l'absurde aussi, en vrai, dans son cinéma. Ouais. Il peut à la fois faire des trucs qui sont super
détaillé, réfléchi, sérieux et après te rajouter dans sa mise en scène des trucs complètement absurdes, mais c'est son cinéma, quoi et du coup, ouais, dans Once Upon a Time in Hollywood, pour moi, c'est le seul, je crois pas qu'il y ait d'autres moments avec du texte ou je sais pas quoi. Non, apparemment, il y a beaucoup de freeze frame avec le narrateur Oui, c'est ça. Ça, c'est cool. Il y a des freeze frames où le narrateur raconte l'avenir du personnage. Mmh. Et je trouve ça très cool. Où on voit un acteur et tout ça, il y a un freeze frame et on entend le narrateur qui dit et quelques années plus tard, cet acteur deviendra un machin et tout ça. Ça, c'est très sympa qu'il y ait ce petit délire-là de continuité. Ouais. Très sympa. Ouais. Mais ouais, du coup, Emile Hirsch, ça me faisait penser à ça aussi. Mais on le voit pas beaucoup, Emile Hirsch. On le voit. Oh, il a un petit rôle quand même. Ouais, ouais. Après, il y a aussi Timothy Olyphant. Là. J'adore. Timothy Olyphant, c'est un acteur que j'adore aussi, qui joue très, très bien. Qui est une scène coupée d'ailleurs qui n'est pas dans le film où la rencontre entre lui et Mirabella, la petite fille, et Lancer. Ouais. Il y a la scène où ils se rencontrent, tout ça qui est très très cool, mais qui est que dans les scènes coupées et dans le bouquin Once Upon a Time in Hollywood, mais très très sympa comme scène. Et il y a une scène dont on n'a pas parlé, je fais un lien avec ce que tu dis, c'est la scène où Rick Dalton rentre dans sa caravane parce qu'il a foiré sa prise. Ah, elle est incroyable cette scène, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais elle est folle. Impeccable, et que ça, c'est de l'impro de DiCaprio. Ah, je savais pas ça. Tu savais pas? Ah, elle est folle. C'est de l'impro de DiCaprio. Oui, il se traite de putain d'alcoolique, qui jette tout le bordel et tout ça. Ouais, et il est... En fait, c'est une scène où il vient de foirer sa... Donc déjà, comme on l'a dit, il est en crise existentielle. On lui offre un alcoolique. Très alcoolique. Mais en vrai, c'est important dans le film. Bah oui, c'est super important. C'est important son côté alcoolique. Et on lui offre un rôle dans une série et il se dit, bon, c'est un peu ma dernière chance, quoi, de pouvoir m'en sortir. Et en fait, il est ultra stressé. C'est là où il rencontre la petite dont on parlait tout à l'heure. Et en fait, il se foire sur la scène et il rentre dans sa caravane, dans sa loge. Et il pète un câble parce qu'il se dit mais t'es vraiment une grosse merde et tout, t'es qu'un alcoolique, un boire. Parce qu'il dit oui whisky, pourquoi t'as dit oui whisky? Tu pouvais pas en boire qu'un, non. Et puis même il se gronde, genre il se parle au miroir. Oui, et avec un super effet où il regarde dans le miroir et via le reflet dans le miroir il regarde la caméra. C'est ça. Et puis il se dit vraiment tu retournes et tu joues parce que sinon ce soir je te pète la gueule et tout. Enfin, et cette scène est... Et qui se resserre à bord, il fait mais là mais qu'est-ce que tu fais? Il jette la bouteille quand même. Non, juste à faire non. Et après tu vois, t'as plein de cuts en plus où elle tu vois est ultra servir cut, c'est la séquence. Cut, tu vois servir un verre et puis cut d'un coup tu vois il jette la bouteille. Enfin, c'est n'importe quoi cette scène, mais elle est trop drôle. DiCaprio est top en plus quand tu sais que c'est beaucoup d'impro qu'il a fait et tout. Et ouais, je sais pas, elle est ouf cette scène. Enfin, et puis ça te montre vraiment l'état de détresse psychologique dans laquelle il est. Mais d'ailleurs, pour en revenir au jeu des acteurs aussi, il y a ce truc très cool, je trouve, et je pense pas facile à faire, de jouer un acteur qui joue un rôle. Ouais. Au DiCaprio, à un moment, il y a une scène méta qui se passe dans le film dans lequel il tourne, où on est à la place de la caméra qui est en train de tourner le film, la scène où il prend en otage la petite fille. Et déjà, il joue ultra bien. Mais enfin, il joue ultra bien Rick qui joue ultra bien le méchant. Et cette scène, je me dis, quand t'es acteur, ça va être compliqué. Bah, tu joues un personnage qui joue un personnage, c'est compliqué. C'est l'acting dans l'acting. C'est ça. Donc ça va être chaud à faire. Quoi. Ah ouais, et puis que la petite lui dit à la fin de la scène et tout, et qu'elle lui dit, ça c'est dans la bande-annonce aussi. Ouais, elle est dans la bande-annonce. Elle lui dit, c'est la plus belle performance que j'ai vue et tout. Et il se met à pleurer parce qu'il est en mode, ça, en fait, il est tellement fébrile, émotionnellement parlant, que le fait d'avoir cette petite qui au début l'a un peu agacé parce que c'était Madame très carrée, où il s'est dit, oh là là, c'est le genre de gamine qui va prendre ma place et tout, où ça lui met la pression. Et là, qu'elle vient de lui dire, franchement, t'as trop bien joué et tout, il est en mode, oh purée, et il pleure et tout, et c'est tellement. Qui fait You Rick fucking Dalton comme ça. Oui, c'est ça. Là, Mais j'adore, en fait, ça me fait tellement rire le contraste entre Rick, qui est vraiment en pétage de crâne, en crise existentielle, qui est super émotif, plein d'angoisse et tout, et à côté, Cliff, qui est genre ultra nonchalant. Qui est nonchalant, alors que dans le film, faut pas oublier qu'il est accusé d'avoir tué sa femme et qu'il a jamais fait de tôle. Et c'est pour ça qu'il est plus trop cascadeur aussi, il faut dire ce qu'il est, c'est que tout Hollywood est au courant, il y a plus personne qui veut vraiment l'embaucher. C'est ça. Parce qu'il est accusé d'avoir tué sa femme, même s'il n'y a pas vraiment de preuves. Qui fait aussi écho à un fait divers de cette époque-là. Ah ouais, ok. De l'acteur, j'ai plus son nom, mais l'acteur qui joue, pour ceux qui regardent NCIS, qui joue le père de Dinonzo. Ah ouais, ok. Je regarde pas NCIS, mais je vois qui est Dinonzo. Ben voilà, l'acteur qui joue son père, à l'époque, il était très connu, c'était un acteur de films et de séries surtout. Et lors d'une petite anecdote, lors d'une sortie en mer avec un autre acteur et sa femme meurt, elle est retrouvée le lendemain noyée et tout ça, ramenée vers le large.
Et je crois qu'il y a trace d'étranglement sur le corps. Mais eux, ils disent, bah non, nous, on faisait la fête, elle est partie se coucher plus tôt que nous, on l'a pas vue et tout ça. Enfin, il y a des non-dits dans cette affaire-là et tout ça, mais tout le monde est convaincu parce que tout le monde savait que ça allait mal entre eux depuis des années et tout ça, qu'il a buté sa femme, il n'y a jamais eu preuve concluante, quoi. Alors que tout le monde sait, entre guillemets, qu'il a vraiment fait, quoi. Et Donc du coup, voilà. Cliff, une ref à ça. C'est ça. Une ref à ce fait divers de la même période où il n'y a jamais eu de preuve que cet acteur l'avait tué, alors que tout le monde est quasiment sûr qu'il a tué sa femme, quoi. Donc, non, et je sais pas, je trouve le décalage entre les deux est super drôle, quoi. Et du coup, Cliff devient un peu son soutien émotionnel, quoi. Ah, totalement. En fait, en mode, voilà, il fait des crises et tout, et lui, là, non, mais. Ah, bah, avec la scène où il arrive en stress, en gueule de bois sur le tournage, justement, avant de tourner sa grande scène où il pète un câble, là. Ouais. C'est Cliff qui lui dit, hey, t'es Rick Dalton, oublie pas, quoi. Oublie pas qui tu es, il lui dit. Rien que ça. Et ouais, je trouve que en plus DiCaprio joue trop bien ce truc d'ascenseur émotionnel. Ouais. Ah, mais moi je le trouve incroyable dans. Et c'est un de mes rôles préférés. Après, c'est un putain d'acteur dans tous les cas, mais là il est bluffant dans celui-là. C'est ouf que, tu vois, alors Brad Pitt joue super bien aussi, hein, mais des deux, celui qui a eu l'Oscar, c'est Brad Pitt, tu vois. Je trouve ça dingue. C'est dingue, hein. Ouais. Après, c'est dur à départager. Oui, c'est dur à départager, mais je veux dire. Putain, DiCaprio, il a des scènes de malade. En plus, il fait un personnage, il est tellement insecure, Rick Dalton, que parfois il bégaye et tout ça. Je sais pas si t'as remarqué, tu sais, des fois il parle, il est sous pression. Au début, quand il rencontre le producteur, il bégaye quand il parle, il panique un peu et tout ça. Et c'est ultra bien fait, on dirait presque que c'est naturel, quoi. Ouais, c'est clair. Et c'est assez impressionnant. Les quintes de tout aussi qu'il a, parce qu'il filme trop, enfin. Il y a plein de mimiques dans le personnage qui sont assez folles, je trouve. Ouais, et puis il est à la fois ultra attachant et ultra arrogant aussi, tu vois. Je trouve qu'il a un peu ce truc. Ouais. Mais je réfléchissais, j'allais dire, mais qui l'a eu le meilleur acteur cette année-là? Mais je crois que c'est Joaquin Phoenix. Je crois que c'était l'année de Joaquin Phoenix. Ah, pour Joker? Ouais. Je crois que c'est ça, parce que les deux sont sortis en 2019, et du coup, je crois que c'est Joaquin Phoenix qui l'a eu meilleur acteur contre DiCaprio. Bon, de toute façon, il avait tout gagné, mais oui, non, c'est vrai que pour le coup, DiCaprio joue trop bien en Once Upon a Time in Hollywood. Et Brad Pitt, non, c'était Rami Malek pour Bohemian Rhapsody. Ah ouais? Ouais, 2019, c'est lui. Ah non, mais du coup, 2020. Ah, oui, ce que j'allais dire. Ouais, le décalage, on est bête. 2020, si c'est sorti en 2019, c'est Oscar 2020. Ouais, là, je suis quasiment sûre de One. Alors, ça, c'est des films, on s'en fiche. Vas-y, tu peux me laisser. Ouais, du coup, les Oscars. C'est ça, c'est Joaquin Phoenix sur le Joker. Ok, Joaquin Phoenix et Brad Pitt, second rôle. Second rôle, ils m'ont mis que. Non, mais c'est Brad Pitt, second rôle, je le sais. Ok. Bah, du coup, c'était un peu cuit. Mais d'ailleurs, je crois que le Once Upon a Time a eu meilleur acteur dans un second rôle pour Brad Pitt. Je crois qu'il a eu les décors, et je crois que c'est tout. Hein. Le film a rien eu de plus, alors qu'il était super nommé, et il a rien eu de plus. Bon, c'est pas grave. Bah, ça arrive souvent. Hein. Regarde Frankenstein de Guillermo del Toro. C'est vrai. On fera un épisode sur Guillermo del Toro parce que je l'adore. Ouais. Je veux bien participer. Ah bah, avec plaisir. Enfin, une grande réunion, il y aura plein de gens. Parce que d'ailleurs, attends, justement, il y avait un lien avec Guillermo del Toro là. Je l'ai plus, ça reviendra. Ah, ça. Ouais, je sais plus ce que je disais, mais je trouve que les deux performances, c'est ça que je voulais dire. Les deux performances de Brad Pitt et DiCaprio sont vraiment diamétralement opposées, pourtant fonctionnent super bien. Et c'est pas que Brad Pitt est moins méritant du tout, parce que le personnage n'a rien à voir. Mais quand tu regardes le film, tu peux quand même être plus secoué, entre guillemets, par le jeu de DiCaprio et son rôle, parce qu'il est beaucoup plus en ascenseur émotionnel. Mais d'un côté, Brad Pitt joue tout aussi bien ce truc de nonchalance, mais à la fois ultra aussi, il est impulsif, colérique, mais tout en étant nonchalant. Ouais, en vrai, je pense que c'est... on apprend que c'est un ancien soldat. Bon, je pense qu'il y a un délire de choc post-traumatique chez lui. Oui. Si vous voyez le film, attendez la fin, vous comprendrez qu'il y a peut-être un petit délire de choc post-traumatique. Ouais. C'est possible. Quand on voit la fin du film, on se dit... C'est possible. Oui, et puis Brad Pitt, en fait, Cliff Booth, dans le film, il a rien dans sa vie à part, du coup, son pote Rick et son chien. Et c'est les deux trucs... D'ailleurs, chien, super performance aussi, le chien. Même le chien joue bien, quoi. Ouais. Non, c'est vrai. Et d'ailleurs, il y a dans le film, en le revoyant là pour le podcast, il y a, tu sais, là, quand il rend la scène où il rentre chez lui au début et qu'il donne à manger à son chien, il ouvre des espèces de conserves de bouffe, de pâté de chien,
Et en fait, ça, t'as un gros plan où ça sort de la boîte et en fait, on dirait que c'est de la merde en fait qui C'est sort. vrai qu'on dirait, ouais. Et après, t'as un très gros plan sur la gamelle Et et t'as le le truc qui truc qui s'éclate. s'écrase. T'es en mode oh. C'est dégueulasse. Mais déjà, la caravane est dégueulasse, je Ouais. veux dire, mais l'hygiène de vie de Cliff est pas dingue. Ouais, c'est clair. Parce Et que- ça, j'avais oublié et de le revoir, j'étais en mode ouais, là quand même, il fait vraiment une grosse référence à de la merde littéralement, Ouais, tu vois, pour vraiment montrer ce truc de taudis quoi. Ouais, totalement. Mais Mais du coup, ouais, pour en revenir aux Oscars, ouais, t'as raison, il y a juste nominé 10 fois aux Ouais. Oscars et juste l'Oscar du meilleur second Ouais. rôle pour Brad Pitt. et les décors. Et non, même pas. Ah ouais? Ouais. Production design, ça vient de me revenir l'intitulé. Là, dans le palmarès, il me sort que le Ah ouais? second rôle. Ouais. Je suis Pour outrée. 10 nominations. Par contre, deuxième plus gros succès de la carrière de Tarantino après Django. Ça Comme répond quoi, un peu à notre question de Ça tout répond à un l'heure. peu. Avec 389 millions. Mais succès au box-office, ça veut dire que les gens l'ont aimé. Ça veut pas dire Oui, que les gens mais ont apprécié. dans les films les plus populaires, tu vois, enfin les Ouais. plus Ouais. vus, quoi, les plus connus, on va dire. Mais ok, deuxième. Ouais, ouais, du coup. Je pense que beaucoup de gens sont allés le voir parce que, comme on se disait, parce que Brad Pitt, DiCaprio, parce que Tarantino, c'est un gars qui fait des films quand même assez spéciaux, mais un peu des films de genre, mais tout en étant quand même des films pas grand public. Et je pense que c'est un des réalisateurs les plus starifiés aussi. Moi aussi. Tu vois, c'est que souvent les réals, c'est des gens qui restent plutôt dans l'ombre, tu vois. Et lui, Quentin Tarantino, c'est un des réals qui est le plus. Enfin, tout le monde sait qui c'est, tout le monde connaît sa tête. C'est un peu le Michael Bay du film. Oui, carrément. Et pourtant, t'as des réalisateurs tout aussi connus qui ont fait des films de la pop On peut culture. prendre son pote Robert Rodriguez. Hein. Ouais, Robert Rodriguez, c'est son pote. Il a fait autant de films que Tarantino, autant de niches entre guillemets, mais beaucoup moins connu chez les gens, chez le public lambda. Si j'ose dire, on n'est pas l'élite quand je dis ça, mais non, mais c'est vrai. Pour dire du grand public, quoi. Mais même tu prends par exemple un mec comme Peter Jackson. Tu vois, Peter Jackson, réalisateur du Seigneur des Anneaux. Bon bref, voilà, le Seigneur des Anneaux, on rappelle pas à quel point c'est non, pas besoin. Immensément culte et ce que tu veux. Et pourtant, je pense que tu fais un sondage auprès de gens qui sont pas forcément cinéphiles, mais qui ont forcément vu le Seigneur des Anneaux, ils savent ni la tronche qu'il a. Ouais. Et pourtant, ils savent, et peut-être qu'ils savent même pas son nom, tu vois. Ouais, je suis pas sûr. Hein. Que Tarantino, ce gars, tout le monde le connaît. Tout le monde le connaît. Il est ultra, pour moi, c'est un des réels les plus starifiés, quoi. C'est vrai. Et d'ailleurs, quand il y a eu l'avant-première à Cannes, quand il y a eu le tapis rouge, du coup, les stars qui étaient annoncées sur le tapis rouge, c'était Brad Pitt, DiCaprio, Margot Robbie et Quentin Tarantino. Parce que les gens sont venus pour le voir lui aussi. Bien sûr. Mais à chaque sortie de ces films sont des événements, de toute façon. Ouais. C'est assez fou. Hein. Ouais. Et pourtant, pourtant, ça reste un mec super clivant, quoi. Oui. Et puis, pour en venir à ce que tu disais tout à l'heure sur le côté, il est cash et tout, il y a cette image super culte quand il gagne la Palme d'Or pour Pulp Fiction en 1994. Et que t'as une nana dans le public qui fait c'est une honte et qui lui mord de rire et qui lui fait un gros fuck. Et ouais, image pas c'est bon. Même il y a l'interview où il y a une journaliste qui lui dit mais pourquoi vous faites des films autant violents, qu'est-ce que ça vous apporte et tout ça, vous pensez à la jeunesse et tout ça, et il répond juste parce que c'est tellement fun. C'est tout ce qu'il répond. Ouais. Il dit la violence c'est fun. Ouais. Et il a toujours dit c'est mieux décomplexer. Il a raison, c'est mieux décomplexer dans des films que faire grandiloquent la violence, non pas faire un truc beaucoup trop réaliste où tu te demandes waouh le mec est bizarre. Là c'est de la violence vraiment gratuite et qui va beaucoup trop loin pour que ce soit réaliste, quoi. C'est clair. Donc c'est clair, mais donc ouais, ça fait partie du package en vrai. Ouais. Ça fait partie de. Du coup, j'ai retrouvé le lien entre lui et Guillermo del Toro. Ah, ça m'est revenu en tête. C'est à la sortie du premier film américain de Guillermo del Toro, Mimic. Ouais. C'est Miramax qui s'occupait de la production du film. Et du coup, il mettait le nez dedans. Et du coup, Guillermo del Toro était pas du tout content parce que c'était très américanisé le film. Alors que Guillermo del Toro, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un réalisateur mexicain qui a vraiment sa patte, lui aussi. Et du coup, il était en mode non, moi, le film, je veux pas le sortir comme ça. Enfin, il est massacré, tout ça. Et il faut savoir que l'actrice principale de Mimic, j'ai plus son nom, désolé, c'était la compagne de Tarantino de l'époque. Elle était très pote avec Guillermo del Toro aussi. Du coup, elle dit attends, t'inquiète, je connais quelqu'un qui s'entend très bien avec les pontes de Miramax, et sachant que les Weinstein qui produisait tous les films de Tarantino, t'inquiète, on va arranger ça et tout ça. Et du coup, elle a demandé à Quentin d'appeler les Weinstein, et Tarantino a dit les gars, si vous sortez le film comme ça, je me casse. Il a dit vous faites plus aucun de mes films. Et du coup, ils avaient peur de perdre leur poule aux œufs. Du coup, ils se sont dit à Del Toro, ok, t'as le droit de faire ça comme ça, tu le sors comme ça, quoi. Donc voilà, Tarantino a un peu lancé la carrière internationale entre guillemets de Guillermo del Toro. C'est cool. Enfin, c'est intéressant. Par un pur hasard entre guillemets. Ouais. Mais voilà. Ouais, il s'est mouillé, c'est cool. Enfin, il s'est mouillé. Je savais pas, tu vois, mais c'est.
C'est assez marrant. Ouais, Ouais, bah, c'est Tarantino, quoi. voilà. Le gars, qui, c'est ça qu'il a eu un peu un espèce de coup de sang comme ça et tout, ça m'étonne pas du tout, en vrai. Ouais. Mais bon, du coup, prochain film, de Tarantino, bon, il y a ce fameux Il y a truc de Kill Kill Bill, Bill, mais enfin Kill Bill prochain avec nouveau film, on sait on pas. sait toujours pas. Ouais. Qui sera son 10e d'ailleurs, c'est son dernier, je crois, non? Ouais, il avait dit 10. Il avait dit 10. Il a dit de toute façon qu'il partira vers l'écriture, mais il est bien parti pour, vu les bouquins qui pond. Mais Mais c'est fou parce que autant il a sorti quand même des films un peu, hem, proches, tu vois? Genre, Reservoir Dogs, c'était 91, 12? 12. possible. Pulp Fiction, c'est 94. Ouais. Après, dans les années début des années 2000, il a fait Kill Bill, les 2. Il a fait, après il y a eu ah non, il y avait eu, Jackie Brown. Dans l'ordre, c'est Reservoir Dogs, Pulp Fiction, Jackie Jackie Brown, Brown, Kill Kill Bill, Bill. Boulevard de la mort, Ouais, oui, oui. Inglourious Basterds, Django, Les 8 Les 8 salopards. salopards On l'oublie trop souvent celui-là. et Et ensuite, ouais, Once voilà, Upon a je Time. l'aime pas donc et après Once Upon a Time in Hollywood et pour autant, je trouve qu'il a sorti les films quand même assez proches. Dans les années 2000, ouais, il a été pas mal Ouais productif. et là, mais 2010. même, Inglourious Basterds, Django, ils ont genre 2 ans Ils ont d'écart pas énormément d'écart. Bah, on va vérifier ça tout et de suite. et là, tu vois, ça fait 6 ans qu'il est sorti non 7 ans qu'il est sorti, Mmh. la vache, 7 ans qu'il est sorti Once Upon a Time in Hollywood et ben, rien dans les tuyaux, quoi. Ouais, ça, il y a 3 ans entre Inglourious Basterds Ouais, et voilà. Django. Donc c'est assez ouf, hein, c'est assez Bah, rapide. ouais, parce que les 2 c'est fin ouais, c'est 2009, je crois, Inglourious Basterds et Django 2012. Je crois que c'est ça. J'ai une bonne mémoire pour les dates, Et d'ailleurs, ça a failli, Inglourious Basterds n'a failli ne jamais sortir, hein. Oui, parce que le Le scénario scénario avait avait fuité, ouais, il avait pété un câble, ouais, c'est en mode: «Ah bah allez vous faire foutre, il sortira jamais». ouais et je Les crois que coups de sang de Tarantino, on y revient encore une fois. Et je crois que c'était Margot Robbie qui avait non, c'était Brad Pitt qui avait expliqué comment il avait eu le scénario pour Once Upon a Time in Hollywood, qu'il y avait tout un protocole Ouais, où c'était le un truc de truc est sous malade. scellé, Ouais. où, Tarantino veut que tu le lises devant lui. Enfin, il y a tout un truc. Il est devenu Beh, psychopathe avec cette histoire de j'avais lu, alors est-ce que c'est vrai? Mais apparemment, c'est un des réalisateurs avec le plus de scénarios qui a leak, hein, Tarantino. ah ouais? C'est une des plus grosses victimes du leaking du milieu d'Hollywood, hein, ouais. Quasiment à chaque fois, tous ses scénarios à chaque fois se font pirater, mettre en ligne et compagnie. C'est dingue. Donc c'est pour ça que maintenant il prend pas de Ah bah là, ouais, ouais et apparemment il t'emmène le truc sous scellé, il, veut que tu le lises à ouais, côté de lui, enfin c'est compréhensible. ouais, mais Il en a un peu marre, quoi. du mal à imaginer Brad Pitt en train de lire un scénar avec Tarantino qui est comme ça Surtout dans que là, les la taille oreilles, tu du sais. scénar en plus, Ouais, c'est clair. le pavé que tu dois avoir en C'est face de clair. toi. Ouais et puis au niveau de toutes les enfin, même tout le texte qu'ils ont dû apprendre. Après, je sais qu'il est quand même plutôt ouvert à l'impro, Tarantino, c'est pas forcément un Ça va dépendre, hein. oui, ça dépend. J'avais vu qu'il y a des répliques, il faut qu'elles soient, à Ouais, la virgule près dites, comme il l'a écrit. ouais. Mais je pense que, bah, tu vois, typiquement, la scène dont on parlait de DiCaprio, dans la caravane, là, Ouais. c'était une scène, full impro. Je pense qu'il a un peu ce mix. En fait, tu as des réals qui vont être très, très pointilleux sur, par exemple, Dupieux. Ouais. Lui, dans les répliques et cetera, il est très, enfin, c'est vraiment, tout est à la virgule près. Même, moi, une réalisatrice française que j'aime beaucoup, c'est Jeanne Herry. Mmh. Elle aussi, je regarde là, elle a présenté son dernier film à Cannes, là, c'est Garance avec Adèle Exarchopoulos et j'ai vu une interview, elle explique, elle dit: «Tu peux pas faire d'impro avec elle, en fait». Ouais, Elle est vraiment ultra carrée sur son texte et tout et puis tu as des réals, genre bon, dis donc, on aura parlé beaucoup de gens problématiques, mais par exemple, Maïwenn, Ouais. elle, c'est vraiment elle met la caméra et elle dit: «Bah, tu fais ça» Ouais. et les gens et les acteurs tournent comme ils veulent, tu vois? Et je pense que Tarantino, il doit être un peu Entre les 2, entre 2 à avoir des répliques auxquelles il tient et auxquelles il est vraiment en mode: «Tu le dis comme ça et tout» et peut-être des trucs où il dit des indications et mmh, les acteurs sont libres, je pense que ouais, chaque réal ouais. fonctionne différemment. Mais regardez d'ailleurs le documentaire, QT8, sur Quentin Tarantino. Bah oui, c'est lui dont je C'est parlais tout celui à dont l'heure. tu parlais, J'avais oublié qui le est titre. il est super bien comme Ouais, documentaire. super Si vous bien. aimez Tarantino ou si vous êtes curieux tout simplement, Ouais. regardez, c'est super cool et on apprend qu'à chaque fin de journée de tournage, il fait péter la tequila et met la musique à fond. Et ça, je trouve ça génial. C'est apparemment, il est très sérieux pendant le tournage. Enfin, vraiment, c'est zéro bruit, tout le monde sérieux, cadré, tout ça. Et du coup, pour détendre tout le monde à la fin de la journée, c'est hop, tequila, musique à fond et on s'éclate, on se détend de la journée qu'on vient de passer, quoi. Ouais, mais je me demande un set, tu vois, comme Once Upon a Time in Hollywood, ça doit être, immense, genre. Ça va être un bordel Le monstre. nombre l'équipe doit être, enfin, je sais pas combien de personnes travaillent sur un set comme ça, tellement c'est énorme, quoi. Ça va être assez dingue, ouais. Surtout comme on disait que tout est en extérieur, tout est
c'est que des vrais décors, etc. Enfin, ça doit être une logistique de dingue. Ça doit être monstrueux. Ouais, mais bon. Après, ça a fait ce rendu-là. Enfin bref, bon. Voilà, quoi. Je pense que les gens auront compris qu'on aime ce film. Oui, bah on peut faire. J'ai des petites anecdotes si vous Allez, voulez. vas-y. Je peux donner un peu des anecdotes sympathiques. Alors on apprend dans le bouquin, je te le dis pareil, c'est une ligne. Me regarde pas avec ces yeux-là. Non, mais C'est t'inquiète. une ligne dans le bouquin. Cliff Booth a réellement tué sa Oui, femme. tu me l'avais dit déjà. Ouais, c'est dit dans le bouquin, c'est dit mot pour mot en mode il a buté sa femme. Ça j'ai déjà dit. L'acteur qui joue Charles Manson dans le film, parce qu'on l'aperçoit. Oui, et j'ai averti les spoilers, hein, je l'ai dit, qui joue Charles Manson dans le film, et le même acteur qui joue Charles Manson dans la série Mindhunter. Oui, ça je Quoi, savais. le gars était prédestiné malheureusement. C'est un acteur que j'aime beaucoup qui joue en plus avec Timothy Olyphant dans la série Justified. Ok. Tout s'entrecroise. Hein. C'est un petit milieu Hollywood Et quand qu'on on y voit pense. à peine, mais pourtant marquant. l'ombre de Charles Manson est ultra présente dans le film. Ah oui, bien sûr. Voilà. Et pourtant, lui, on le voit à Ouais. peine. Mais on le voit un peu plus longtemps dans les scènes coupées, une fois de plus. Merci le Blu-ray. Mais normalement, après avoir sonné la maison des Polanski, parce que oui, c'est la scène dans laquelle on le voit dans le film, voilà, je le dis. Mais pareil, 2 minutes dans le film, même pas. Il va voir le voisin, et là, il parle de toute l'histoire. Pour ceux qui ne connaissent pas, Charles Manson est lié aux Beach Boys et compagnie, ce qui est assez dingue comme histoire, mais je vous laisserai découvrir ça. Mais on le voit un petit peu plus de temps dans les scènes coupées. Ah oui, un truc aussi qui m'a choqué, du coup, que j'ai noté dans ma petite liste. Quand Sharon Tate va au cinéma, elle paye 75 cents sa place. Quelle époque. Voilà, c'est ça, je suis en mode. On paye 15 balles le cinéma. C'était ouf, hein. Ouais. À l'époque, 75 cents. Ouais, et encore, elle le paye pas parce que c'est une actrice, mais putain. C'est fou. Voilà, moi ça m'a choqué, j'avais oublié ça, je me suis dit, putain, mais on le paye quand même sacré somme aujourd'hui. 15 balles, quoi. Ah oui, quand Rick va faire sa carrière aux États-Unis, en Italie, pardon, il fait des films pour Sergio Corbucci, un réalisateur qui a vraiment existé, qui est réalisateur des premiers Django, des vrais films Django, à la base, les tout premiers. Et il y a aussi un lien avec Inglourious Basterds. On parlait tout à l'heure de l'univers Tarantino et tout. Oui. Merde, comment il s'appelle dans Inglourious Basterds, là, un des Brad Pitt est avec 2 gars qui se font passer pour des réalisateurs italiens. Et il donne un nom, j'ai oublié le nom. Jorlami, c'est le nom de Brad Pitt à son moment. Non, un des 2 gars qui les donne un nom italien, et en fait dans Once Upon a Time in Hollywood, tu retrouves ce nom dans un des westerns spaghetti que fait Cliff, que fait Rick. Tout est lié. Voilà. Mais d'ailleurs, j'ai une super affiche que j'ai pas affichée là, mais qui lie les 2 films Inglourious Basterds et. Oui, mais je l'avais vu. Ouais. Elle est problématique parce que il y a une croix gammée dessus. Bref, et on la voit très bien de ma fenêtre, donc j'ai pas envie que les voisins m'envoient les flics. Ça, on l'a dit, Kurt Russell est le narrateur, et j'adore Kurt Russell, et moi j'ai jamais trop de Kurt Russell, qui a un super rôle aussi dans le film, mais on le voit pareil, 5 minutes. 5 minutes, il joue un coordinateur de cascade, et Kurt Russell, quoi, il crève l'écran comme d'hab. Et d'ailleurs, l'actrice qui joue sa femme, qui gueule après Cliff, c'est. Il a défoncé. Oui, c'est Zoé Bell, qui la cascadeuse préférée de Tarantino, qui est dans tous ses films. Ouais, elle double, c'est la doublure cascade de Uma Thurman dans tous les Kill Bill. Elle a un rôle aussi principal dans Boulevard de la Mort. Elle joue une des 3 cascadeuses. C'est elle qui fait vraiment ses cascades. Si vous avez vu Boulevard de la Mort, la scène de la meuf accrochée sur le capot, c'est vraiment elle qui le fait sans attache. C'est une malade. Alors Tarantino lui a dit non, mais on t'arnache tout seul. Elle fait non, je me tiens au capot, ça va le faire, t'inquiète. Une tarée. Ouais, elle est folle. Et elle joue dans Django la maison au bord de la propriété de Candy, là où il y a les bouseux dedans. La seule femme qui a le bandana autour de la bouche, c'est elle aussi, qui est masquée. Donc voilà, c'est la pote de Tarantino, et qui est il a mis plein de copains. Voilà, qui est dans quasiment tous ses films. Même dans Jackie Brown, je crois qu'elle a un rôle aussi. Elle fait une petite cascade, une petite doublure cascade dedans. Voilà. Oui, ça aussi, c'est dit dans le bouquin. La chienne de Cliff est une ancienne chienne de combat. C'est pour ça qu'elle est dressée à l'attaque et compagnie. C'est Cliff la sauve des combats de chiens. On la prend dans le bouquin. Il la recueille, il se lie d'amitié pour elle, alors qu'à la base, il parie juste du pognon sur les. Oui, c'est une ordure, Cliff. Je suis désolé, faut le dire, mais malgré ses airs gentils, c'est un peu une ordure. Il pariait sur les combats de chiens, et en fait, il s'est attaché à elle et il a décidé de la recueillir alors qu'elle était au seuil de la mort, quoi, après un combat, quoi. C'est pour ça qu'elle est bien dressée. C'est pour ça qu'elle est bien dressée. Ouais. Voilà. Et oui, ça, celle-là, je l'aime beaucoup. En plus de tous les petits caméos des potes de Tarantino au début du film, quand il y a l'épisode de Chasseur de primes, on peut voir Michael Marston, j'arrive jamais à le prononcer, qui joue dans Kill Bill aussi, qui joue des méchants dans Kill Bill, qui joue Mr. Blonde dans Reservoir Dogs et tout ça.
qui joue le shérif dans l'épisode de Chasseurs de primes. Il y a qui d'autre? Il y a Eli Roth qui joue dans l'épisode de Chasseurs de primes aussi, vite fait, qui fait un caméo. Donc voilà, les petits potes de Tarantino qui viennent faire un petit coucou. Mais il y a, oui, non, c'est vrai qu'il y a plein de, le seul, je crois, qui est pas du tout. Tim Roth, pas Eli Roth, pardon. Oui, Tim Roth, et qui a été coupé au montage, je crois. Il me semble qu'on le voit vite fait. J'ai peut-être des bêtises. Ah, il me semble, ouais, je sais plus. Je crois avoir vu qu'il était coupé au montage. C'est possible. Non, par contre, un qui est pas du tout dans le film, c'est Samuel L. Jackson. Ouais, c'est un des rares films où il n'apparaît pas. Que ce soit en audio, en visuel, il n'apparaît pas. Il y a ce film-là et Reservoir Dogs, où il n'apparaît pas. Et ouais, c'est tout. Parce qu'il est, il est même dans Kill Bill. Hein. On l'oublie trop souvent, mais il est dans Kill Bill Volume 2, on le voit de dos. Et dans Inglourious Basterds aussi, il est pas, non? Et il est pas dans Inglourious Basterds, c'est vrai. C'est vrai. C'est les deux films où il apparaît pas, ouais. C'est rare. Mais c'est vrai qu'il a mis quand même beaucoup de ses potes. Ouais. C'est assez drôle. Et le fait, je trouve ça super chouette qu'il ait mis, on en parlait tout à l'heure, mais qu'il ait mis Maya Hawke aussi. Ouais. Ouais. En plus, si tu me dis que c'est sa filleule. Il me semble, hein, si je dis pas de bêtises, il me semble qu'il est le parrain de la petite. Et oui, et Burt Reynolds, alors en plus du vrai, bien sûr qu'il devait avoir un rôle dans le film avant son décès, il devait apparaître joué par un autre acteur, il devait apparaître dedans, joué par James Marsden. Alors celui-là, on a un peu du mal à le reconnaître comme acteur malheureusement, mais c'est celui qui joue Cyclope dans les X-Men, et aussi le gars dans Sonic, j'ai pas vu Sonic, mais le gars dans Sonic. Et il apparaît, pareil, dans les scènes coupées, il y a une scène coupée, c'est une publicité Red Apple, et il est grimé en Burt Reynolds en train de fumer des clopes, et la ressemblance, elle est troublante. Ah ouais? Oh, c'est très très bien fait. Hein. On dirait vraiment Burt Reynolds à la même période. Donc voilà, c'est juste une petite scène coupée où il apparaît en Burt Reynolds, mais à la base, il devait apparaître dans le film. Burt Reynolds devait être là et il devait apparaître dedans. Ouais. Voilà, c'est le tour des anecdotes que j'ai notées. Bah écoute, elles sont bien sympas, mais merci en vrai, j'adore. Enfin, j'aime trop les univers comme ça où t'as plein de trucs à côté, où t'as plein de petites anecdotes. Ouais. J'adore. En fait, ces univers-là, ça me régale. C'est grave cool. En plus, c'est une époque qui a réellement existé, donc il y a un délire. Le fait de prendre des acteurs connus aujourd'hui pour jouer des acteurs connus à l'époque, je trouve ça ultra cool. Il y a un délire très cool. T'es en mode parce que ça te permet de mettre quand même un visage sur ces acteurs, même si tu les connais pas. Enfin, il y a un délire, je sais pas, un peu comme dans Oppenheimer, où chaque personnage pseudo important, c'est un acteur connu qui l'interprète. Comme ça, tu mémorises mieux. Il y a un peu ce délire-là. Ouais, carrément. Et je trouve ça ultra cool. Enfin, je sais pas. Une fois de plus, l'ambiance du film. C'est vrai parce génial, que Oppenheimer, il y a tellement de personnages et que du coup, t'es en mode ah mais oui, mais ça c'est un tel, c'est tel acteur et tout. C'est vrai que le fait de mettre des acteurs connus, ça permet que tu les retiennes mieux, mais. Ouais. Ouais, il y a un peu ce délire-là et ouais, c'est très cool. Et ouais, pour en venir, il n'y a rien à ajouter. L'esthétique est beau, le jeu d'acteur est incroyable. La musique est dingue. La musique est zinzin. D'ailleurs, le film se conclut sur une. Oh, j'ai plus le nom de cette chanson, mais c'est une version en plus acoustique à la guitare qui est assez dingue. Dans une scène qui conclut bien le film. Oui, qui conclut bien le film, mais ouais, enfin la BO, je vous la conseille. De toute façon, elle est assez incroyable. Si vous aimez ces périodes-là, en plus. Comme dans tous les films de Tarantino, en fait. Mais si vous aimez cette période-là, écoutez la BO parce que vraiment. La BO de Django. Une dinguerie aussi. On n'a même pas besoin d'en parler finalement. Une dinguerie aussi. Ouais. Mélange de rap. De rap et de musique un peu à la Ennio Morricone. Ouais, c'est assez ouf. Ouais, c'est assez zinzin. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est pour ça que ce film, Once Upon a Time in Hollywood, pour moi, il a tous les ingrédients de Tarantino, comme je le disais, quoi. T'as même la musique qui est super importante dans son cinéma. Là, elle est genre omniprésente aussi. Elle t'aide à t'immerger encore totalement. Plus la radio à fond. Tarantino le dit dans son bouquin, justement, Cinéma Spéculation. À l'époque, tout le monde écoutait la radio volume à fond. Personne ne changeait de station. Tu restais branché sur une station même s'il y avait les pubs et tu mettais à fond le volume. Et même s'il y avait les pubs, tu baissais pas le son, tu laissais comme ça. Ce qui se passe dans le film, quoi. Ils sont tous musique à balle, fenêtre ouverte, à la cool. C'est vraiment, il a dit, ça se passait vraiment comme ça dans Los Angeles des années 60. Quoi. Ouais, et du coup, t'es émergé dans l'époque grâce au visuel, mais vachement à l'audio et à la musique. Et l'avantage d'avoir un gars qui a grandi dans cette période-là et dans le milieu du cinéma, parce qu'il passait son temps au cinéma, enfin ça, il le dit dans ses bouquins, sa mère est une passionnée de cinéma, donc il allait tout le temps au cinéma. Quand il y allait pas, c'était à la télé, qu'il regardait des films. Les compagnons de sa mère aussi aimaient le cinéma, donc il allait au cinéma aussi avec eux. Pareil, le cinéma, parce qu'il y a des gens qui ont eu du mal avec le fait qu'ils fassent des films très blaxploitation, parce que c'est un blanc, mais un des compagnons de sa mère était un Afro-Américain. Ils sont restés très longtemps ensemble, et ce compagnon l'amenait dans les cinémas de quartier noirs, et il passait son temps à regarder. C'était le petit blanc de la salle, tout le monde le regardait bizarre, c'est le petit gamin blanc de la salle. Du coup,
Ouais, il s'est nourri de ça aussi. Il s'est nourri de ça, il est légitime. Enfin, les gens, même Samuel Jackson, c'est pour bien dire, il est totalement légitime. Il est très proche de la culture afro-américaine, quoi, plus que ce qu'on pourrait le croire, quoi. Ouais, et puis tu as aussi, on n'en a pas trop parlé, mais l'aspect western aussi qui est super important. Très nourri au western. Bah, c'est la période qui veut ça. Il a grandi dans l'époque où... Bah, t'as Django qui est aussi un western, et du coup aussi dans Once Upon a Time in Hollywood, t'as ce truc des western spaghetti de cette époque-là. C'est considéré comme de la merde par les vrais acteurs de... C'était le cas. Hein. C'est ça. Les vrais acteurs, ils rechignaient à aller tourner dans les western spaghetti parce qu'ils disaient que c'est que cette dope, quoi. Ouais, et puis c'était la battle entre les westerns américains, les westerns italiens, western spaghetti, etc. Et t'as aussi ça dans le film qui ressort, et du coup, bah, t'as Rick qui va, il est tellement au bout de sa carrière qu'il se retrouve j'ai pas le choix, let's go. Pas le choix à aller en Italie, quoi. Il cartonne là-bas. Et au final, ça relance sa carrière. C'est ça, il cartonne là-bas. Ça relance sa carrière. Et donc, ouais, il y a ça aussi. Et quand tu connais un peu la cinéphilie de Tarantino, les westerns spaghetti et les westerns en général, ça l'a ultra inspiré. Donc, t'as cet ingrédient-là, en plus, je trouve, dans le film, avec le kung-fu, etc., dont on a déjà parlé. Mais t'as ça en plus du western qui est assez cool. Et à l'envers du décor, du western, en plus, ça qui est cool, quoi. Ouais. Et c'est vraiment une époque du cinéma et tout ce qui se passe, une époque de transition, en fait, de mutation. C'est totalement ça. Mais de tout, en plus. Que ce soit au niveau cinéma, politique, parce qu'il y a l'arrivée des hippies, on est post-guerre du Vietnam, donc c'est un peu... Il y a tout ce délire-là. Il y a la secte Manson qui commence à terroriser Los Angeles. Il y a vraiment une ambiance très particulière. Ouais. On change de décennie, en fait, et du coup... C'est ça. Ça met un petit choc. Ça change pas mal de choses, mais ouais, non, c'est pour ça. Il est tellement... En fait, c'est tellement de petites couches. C'est ça. C'est à voir plusieurs fois. C'était un oignon. Ouais, c'est beaucoup de couches. Faut le revoir plusieurs fois. Pour faire un tout, et pour faire un tout qui est... Je sais que je l'ai vu 3 fois au cinéma quand il est sorti. 3 fois au ciné? Je suis allé le voir 3 fois quand même malade. Ça, c'est de l'amour, ça. Ensuite, je l'ai acheté en Blu-ray dès sa sortie. Je pense que je me suis fait 6 fois direct. En 2 mois, j'ai dû me le faire 6 fois en Blu-ray. Enfin, ouais, vraiment, c'est rare les films qui m'en mettent plein la gueule comme ça, mais là, c'était... Ben moi, je l'attendais énormément, parce que voilà, j'adore Tarantino. En plus, je m'étais fait avoir par le truc de ce sera sur Charles Manson et tout. Ouais, bah oui. Et je l'attendais énormément, et je suis allée le voir au ciné. Et en fait, ça fait tellement du bien quand t'attends un film et que tu sors et que t'es pas déçu. Parce que des fois, quand t'as trop d'attentes sur un film, mais c'est ça. T'es déçu. Et c'est fait chier. Et tu sais, c'est pour ça que je regarde plus les bandes annonces des films que j'attends. Ouais. Quand je vois l'annonce du film, je regarde 0 bande annonce, que ça te raconte généralement 3/4 du film. Ouais. Puis ça va créer, enfin, je sais pas, ça va gâcher un truc, j'ai l'impression. Ouais, puis je préfère y aller comme ça, tu vois. Tu te montes la tête et tout, alors qu'en fait, le film est peut-être genre bien, mais c'est juste que tu t'es tellement monté la tête que tu t'attendais à autre chose. Et celui-là, j'étais tellement contente de sortir et de me dire, oh, j'ai trop aimé. C'était trop bien. Ouais, moi aussi, j'étais dans un autre monde. Mais comme tous les Tarantino que j'ai vus, même à part Les 8 salopards, j'avoue que celui-là, j'ai du mal. Mais Django, pareil, ça m'a mis une claque, j'avais envie d'y retourner la séance juste après, quoi. Tellement Django, j'avais apprécié. Moi, je crois que le premier que j'ai vu Tarantino au ciné, je crois que c'est Inglourious Basterds. Je crois pas avoir vu avant, j'étais trop jeune. Ouais. Moi, c'est Django, le premier que j'ai vu. Moi, c'est Inglourious Basterds, je me rappelle. J'étais là avec mon père. Et ouais, je crois que c'est le premier que j'ai vu de lui. Et je me demande si c'est même pas le premier film de Tarantino que j'ai vu, en vrai. Moi, c'était Kill Bill, j'étais beaucoup trop jeune. Les cauchemars que j'ai fait à cause de la violence. Ah ouais? J'étais beaucoup trop jeune. Je devais avoir quoi? Je dois avoir 7 ans, je pense. Donc, ouais, mauvais souvenir, mais ça m'a quand même intrigué un film comme ça. Inglourious Basterds, on a dit 2009, donc moi j'avais 12 ans. Et je crois que c'est même, je pense que c'est même le premier, parce que Pulp Fiction aussi, peut-être pour le voir. Oh, t'inquiète. J'ai vu Le Seigneur des Anneaux à 3 ans, je pense que j'étais... Yes. Mais ouais, non, je crois que c'est le premier Tarantino que j'ai vu. Et parce que Kill Bill, je l'ai vu après. Pulp Fiction, je l'ai vu, j'avais 16-17 ans. Reservoir Dogs, je l'ai vu après. Ouais, je pense que c'est même le premier Tarantino que j'ai vu. Et après Django, et après je me suis refait les films d'avant. Donc ouais, Once Upon a Time in Hollywood, je l'attendais beaucoup, et je suis sortie vraiment en mode c'était trop cool. C'était trop bien. Et donc c'est pour ça que quand les gens me disent j'ai pas aimé, à la fois je suis en mode je peux comprendre, mais à la fois ça m'agace. Oui, parce que t'as envie que les gens ressentent ce que toi tu ressens quand tu vois le film, quand tu l'as vu. Mais d'un côté, c'est un film un peu niche, en fait. Mais à la fois, il faut le voir pour se faire son avis. Oui, totalement. On vous incite quand même à le voir. Oui, regardez-le pour faire votre avis. Regardez-le pour faire votre avis. Mais du coup, petite conclusion. Yes. Je pense qu'on a fait le tour. Bon, je pense qu'on a un peu répondu tout au long de l'émission, mais du coup, ce film, pourquoi il t'a marqué? Qu'est-ce qui te fait ressentir? Pourquoi il t'a marqué?
En condensé, parce que je pense qu'on a tout Ouais. du long, on a répondu, hein, mais Pourquoi il m'a marqué? Parce que, Tarantino est un réalisateur que j'aime beaucoup et je trouve que c'est son film le plus représentatif de son cinéma et parce que je trouve que c'est un beau film, c'est un beau film, visuellement. Je trouve que c'est bien écrit, c'est bien joué. Je trouve que même la conclusion est genre émouvante aussi au final. Je trouve que ça rend hommage au cinéma. C'est un film qui rend hommage au cinéma et je pense que c'est pour ça que je l'aime aussi. Mmh. Et puis parce que pour moi, c'est le film de Tarantino qui est le plus complet en fait, qui lui ressemble le plus. Et quand on aime son cinéma, je pense que du coup, on peut que aimer ce film-là. Ouais, je dirais que c'est pour ça. Et que du coup, il a fait top 1 direct dans ma liste. C'est une très bonne conclusion. Ouais. Une œuvre à conseiller, si ça te fait penser à quoi? Que ce soit musique, bouquin, un autre film. Si les gens ont aimé Once Upon a Time in Hollywood, qu'est-ce qu'ils peuvent dans consommer? Un peu. Ouais, à quoi ça te fait penser? Enfin, qu'est-ce que Dur. tu conseillerais? N'importe quelle œuvre, hein, bien sûr, même jeux vidéo, enfin, musique, livre. Qui pourrait avoir un lien avec Once Upon a Time in Ouais, ouais, pour ceux qui ont aimé ça, quoi. Déjà, la BO, on l'a dit, hein. La BO. Si vous avez aimé le film, enchaînez avec la BO. Ouais, la BO. Les bouquins. Les bouquins, effectivement. Une suite du film, entre guillemets. Et après, oui, je pense en vrai, essayez de voir les films de Tarantino que vous n'avez pas vus. Parce que, en si vrai. vous attaquez par celui-là, ouais. Beaucoup ont vu, la plupart des gens auront vu Pulp Fiction, Kill Bill, Django, Inglourious Basterds et tout, mais n'auront pas forcément vu les autres. Et même si c'est pas forcément ceux que je préfère, je pense que ça vaut le coup de les voir déjà pour sa culture et puis pour comprendre vraiment tout l'univers de ce réal et voir son travail dans sa globalité. Puis ça va, il y a 9 films en tout, tu vois. Genre, c'est pas long. C'est franchement. Fait un par semaine, enfin un par jour, pardon. Oui. Ça te fait 2 semaines. C'est pas. C'est du gros film, c'est jamais en toute 2 heures. Si, peut-être Jackie Brown, qui est un peu 1h40, je pense, un truc comme ça. Même Reservoir Dogs, je crois, il est pas. Oh, il est assez. Il est pas très long. Pas très long, mais enfin voilà, ça se fait. En une soirée, en fait, tu te fais un film par soir, quoi. Tarantino, c'est un réal qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qui a marqué son époque, qui a marqué le cinéma. Ah oui, ça c'est sûr. Et du coup, je pense que ne serait-ce que pour la culture cinématographique et la culture générale, c'est important de savoir qui c'est et d'avoir vu ses films. Et après, on peut ne pas adhérer à son style parce que c'est particulier, comme on l'a dit. Mais je pense que ça vaut le détour. Et donc, ouais, je dirais que moi, ce que je peux conseiller, c'est de regarder ses autres films pour avoir un avis un peu global sur ce qu'il est, sur ce qu'il fait. Et puis après, on décrète si on aime ou si on n'aime pas. Et c'est OK. Oui. Mais ouais, voilà, c'est ça que je conseillerais, je crois. Je suis bien d'accord. Moi, je conseillerais aussi. C'est une reco un peu spéciale, mais les vrais films qui sont cités dans le film. Parce que si vous êtes intrigué par cette décennie, par cette période, et par Tarantino lui-même, ce qu'il a nourri et tout ça, écrivez, notez les films qui sont cités. Il y en a un paquet. Et même regardez les interviews de lui quand il parle des films et tout ça, ou même si vous avez envie de lire ses bouquins, lisez les bouquins et notez les films. Et regardez-les, comme ça vous ouvrez une culture déjà. Et, et puis voilà, comme ça vous apprend plus sur le personnage. Et si vous avez kiffé la décennie, vous pouvez que aimer ce genre de film, quoi. Et si, moi, je l'ai un peu fait avec les westerns. Mais vraiment, recommandation, le documentaire. Le documentaire, bien entendu. C'était ça QT8 en français, les lettres, voilà. Q et T8. Donc, Quentin Tarantino en 8 films, tout simplement, c'est ça. Il est assez court en plus, il se regarde bien. Ouais, il dure une petite heure, je crois. Ouais, il se regarde bien et pour le coup, il explique vraiment tout ce qu'on se disait de pourquoi il a marqué le cinéma, pourquoi il est impactant, les réactions qu'on Sachant que c'est des gens qui ont bossé avec lui qui viennent parler. T'as des techniciens, des acteurs, il y a Samuel L. Jackson, il y a Jamie Foxx qui viennent parler. Il y a Michael Martzen, j'arrive jamais à prononcer son nom de famille, bref. Enfin, il y a plein d'acteurs qui ont bossé avec lui qui viennent parler, tout ça. Et ouais, c'est très sympa, ouais. Si vous voulez en apprendre plus sur le personnage. Moi, je pense regarder le docu en premier, et je pense que le docu va donner envie. C'est pas bête. De mater On aurait dû faire un podcast sur le documentaire, du coup. Ouais. Non, putain, c'est pourrait. Allez, on recommence. Bienvenue à tous. Non, je pense regarder le docu. Et ça va vous donner une bonne base pour après découvrir et apprécier ces films et peut-être du coup un peu plus apprécier Once Upon a Time in Hollywood parce qu'on se rend compte de toutes ces influences et de d'où il vient et du coup peut-être que du coup on a plus les clés pour apprécier ce film qui est injustement mal aimé. Oui,
C'est bien, ouais. Bah, Ouais. j'espère qu'avec tout ça, on vous aura donné envie de Ouais. le voir. J'espère que ça vous a plu. C'était notre mission un peu. C'était notre mission un peu, c'est vrai. Voilà, bon, tout le tintouin, des réseaux. Moi, je déteste faire ça, mais partagez, likez, commentez, abonnez-vous, bien entendu. Dans tous les cas, on fera des épisodes, mais c'est toujours sympa d'avoir un peu de soutien. Déjà, il y a eu de super bons retours pour le premier épisode, du coup, merci beaucoup. Trop chouette. Si vous avez des retours à faire, hésitez pas, c'est avec grand plaisir que je les prends. Voilà, donc des bisous tout le monde. Bisous M, merci d'être venu. Merci Tu repasses beaucoup. quand tu veux. Avec grand plaisir, c'était très, très cool et Écoute, et j'ai pu, le plaisir est pour extérioriser moi, mon ouais. amour. Ça fait du bien. Bah, on se dit, à bientôt pour un autre épisode. Des bisous tout le monde. Ciao! Ciao!